Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. And welcome back to the Casablanca Mediation and Arbitration Days 2026. I hope that you all had a pleasant evening yesterday. Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Je suis Emmanuelle Bernossé, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour la deuxième journée des Casablanca International Mediation Days and Arbitration Days. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée hier. Nous avons passé une journée extrêmement riche avec l'ouverture officielle en présence de Monsieur le ministre de la Justice, l'allocution d'ouverture de Monsieur Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'écouter d'éminents experts spécialistes sur 3 thématiques tout au long de la journée. On a passé du cadre législatif, du rôle du juge à celui des institutions. Nous avons exploré hier les grands piliers de tout écosystème de règlement des différends. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette réflexion ensemble en élargissant la perspective à l'international. Nous allons ensemble, avec un panel de haut niveau qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, réfléchir et comprendre comment ces systèmes s'inscrivent dans un environnement global, comment ils continuent d'évoluer au contact des meilleures pratiques. We will be switching between English and French, so I want to make sure that everyone has a headset. If you don't, please just raise your hand, and someone from the team will be happy to assist you. Yes, we would like to have a headset here for on the panel first row, please, if someone from the team could assist us. Nous allons passer du français à l'anglais, donc sans plus tarder, ladies and gentlemen, I will proceed in English. We will now move to our first session of the day, and this session opens our reflection to the international stage and focuses on global arbitration practices and perspective. It will bring leading practitioners to share perspectives and highlight the key trends shaping arbitration across jurisdictions. May I now invite our distinguished speakers to join us on stage, and I'll start with His Excellency Justice Michael Black. Let's please give him a hand of applause. Let's welcome him warmly as he's making a way. Welcome to you, sir. Such a pleasure having you with us. His Excellency Justice Michael Black has played a key role in the inception and development of CIMAC. He's a member of the CIMAC Arbitration Court, sits on the Dubai International Financial Center, DIFC, Court of Appeal, where he also serves as judge in charge of the Digital Economy Court, and alongside the judicial work, maintains a substantial arbitration practice, having sat in some 200 arbitrations worldwide. Thank you again for joining us. We are welcoming now Dr. Umar Husseini, Secretary General, Organization of Islamic Cooperation Arbitration Center. Let's please give him a warm applause and welcome. Your work spans international law, fintech, and Islamic finance with expertise in investment, commercial, and emerging technology disputes, and you previously led the International Islamic Liquidity Management Corporation and serves on several global advisory boards, including the Financial Regulation Advisory Council of Experts of the Central Bank of Nigeria. Welcome to you, sir. Je poursuis en français en ayant le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Maître Tarek Zouheir, avocat au barreau de Casablanca, admis à plaider devant la Cour de cassation, médiateur et arbitre accrédité près de la Cour d'appel de Casablanca. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Vous êtes membre et trésorier du Conseil de l'Ordre des avocats de Casablanca et vice-président de la Commission nationale marocaine de l'Union internationale des avocats. C'est bien cela ? Non. Parmi beaucoup d'autres casquettes. Merci. Alors, parallèlement, vous intervenez aussi dans le monde académique où vous enseignez à l'université. Vous conjuguez donc la réflexion à la pratique. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. We are welcoming now Mr. Francisco Luis Abriani, Senior Legal Counsel at the International Center for Settlement of Investment Disputes. Welcome to you, sir. Where he acts as Secretary of Arbitral Tribunals, Conciliation Commissions and Mediations in Investor State Proceedings.
And to lead this discussion, it is my pleasure and honor to invite a leading figure in international arbitration, fondateur du cabinet Schellenberg-Whitmer à Genève, associé fondateur du cabinet d'arbitrage Levy Kaufman Kohler, ancien président de la Cour d'arbitrage du CIMAC, ancien vice-président des cours d'arbitrage de la CCI et de la LCIA. Merci d'accueillir Maître Laurent Lévy. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue ce matin. C'est le dernier panel avant le week-end, mais je vous prie de nous excuser d'avance. Je n'ai pas à présenter mes collègues, puisque c'est fait. Je voudrais simplement dire deux choses. D'abord, mes remerciements tout particuliers à Tariq et à Francisco. Tous les deux ont été appelés relativement tard. Quand je dis relativement tard, c'était très tard, parce que certains de leurs collègues n'étaient pas disponibles et avaient pris l'engagement de venir. Donc vraiment, mes remerciements à tous les deux, aux deux autres aussi. Je ne vais pas parler plus longtemps, seulement vous dire que je suis ravi d'être à Casablanca. Vous avez entendu que depuis 10 ans, je fais partie de la Cour, ou en tout cas de l'institution. Je vais simplement ajouter que je ne vais pas défendre à corps et à cri l'arbitrage suisse, loin de là, mais je vais défendre, et très vivement, l'horlogerie suisse, parce que mes collègues ont exactement 15 minutes chacun, et je tiens à dire que je serai aussi cassant que peuvent l'être les Suisses, particulièrement les Suisses allemands. Je vous préviens pour les arbitrages quand vous en aurez devant vous. Cela dit, vous avez la parole, je ne sais pas dans quel ordre, je crois que c'est Michael Black qui démarre. Michael, 15 minutes, 15. Okay, you can hear me now. Thank you very much. Good morning. It's been my privilege and pleasure to have been associated with CIMAC now for, in fact, 12 years, since prior to its inception, and my privilege to remain a member of the Arbitration Court. And so everything I say is from the perspective of somebody who is deeply committed to the CIMAC project. When I was young, the judges that I first trained with would have been horrified by the idea that a court or an arbitration center would promote itself. The idea that lawyers would, judges and arbitrators would have to sell their services in an international market. Times have changed. And what I'm going to address this morning within the time that learned chairman allows me, until he shows me a yellow card. He has them in his pocket, I know. Until he shows me the yellow card, I'm going to address the issue of what makes an arbitral center successful internationally, and I'm going to look at which centers are successful and perhaps give you some explanation as to why they are successful at the moment, with a hope that CIMAC and particularly Casablanca Financial City can emulate the success of the other places. And I noted from what we heard yesterday, particularly from Professor Nadia Alexander, something that I've always felt to be true, but she gave me the statistic. 75% of the world's international commercial dispute resolution is done in international arbitration. It is a huge, huge market. She also spoke about the development of hubs. It's been my additional privilege to be very much involved with the project in Dubai too, which has become one of the most successful hubs of international dispute resolution of, I would say, the present generation. There were earlier generations. Some of you who may be historians of legal services in this region will be aware of the mixed courts of Egypt from the end of the 19th century until
until I think the 1940s, which were very similarly a hub for international dispute resolution. So I will deal very briefly indeed, because I want to move on to the statistics, with what makes an arbitration center friendly. And there was, in 2015, what were called the London Centenary Principles, published by the Chartered Institute of Arbitrators. That is, to bring it up to date, undergoing a review by a self-appointed group of lawyers in Bahrain who've put out those principles now for consultation. But I shall just run through them very, very briefly indeed, if I may. Number one is to have a modern law. You can tick off in your head, for those of you who are familiar with this jurisdiction, you can tick off in your heads which of these you feel that Casablanca and Morocco generally satisfy. So number one, a modern law. Everything I've heard, we tick that one off here. Secondly, to have a judiciary which is independent, competent, efficient, with experience in international commercial arbitration. Thirdly, legal expertise, well, the room's full of it. 4, there is proper education in terms of arbitral practice. 5, the parties have an unlimited right of representation. 6, accessibility and safety, well, that is a great selling point, particularly in the present situation of Morocco. 7, appropriate facilities within which to hold arbitral proceedings. 8, ethical codes governing the conduct of arbitrators. 9, enforceability, the recognition of arbitral awards. And as we've heard and I've known for a very long time, one of the first signatories of the New York Convention was, of course, Morocco. And 10, immunity of arbitrators from suit, so the arbitrators can remain independent. I am going to add a controversial 11th principle, and I hope to spark a little debate because it is controversial. My 11th principle is language, and I'm going to explain why I say that against the data. I have data from 2 surveys. First is the Queen Mary White and Case Survey of International Arbitration Centers, and the second is what is known as the Financial Center Index. I'm going to give you, thank you very much. I'm going to give you a list of the top 10 international arbitration centers, and I will give you a list of the top 10 international financial centers. So the top 10 international arbitration centers are in this order. 1, London. 2, Singapore. 3, Hong Kong. 4, Beijing. 5, Paris. 6, Shenzhen. 7, New York. 8, Shanghai. 9, Geneva. And 10, Dubai. So what have those got in common with them? Well, I would say that 4 3/4 of them are common law. I say 3/4 because Sheikh Al-Thani yesterday said, which is my experience too, that 75% of the arbitration that took place in Doha was in English. And it also tends to follow a more common law than civil law model. That is certainly true, maybe even to a greater extent in Dubai. So maybe the top identifier is the acceptance of, if you like, an Anglo-Saxon perspective on arbitration. So we're looking at that. What is interesting is that 3.5, because I take Hong Kong as half Chinese, half Anglophone jurisdiction, 3.5 of those jurisdictions are Chinese. 5 are civil law when you take the Chinese into account, and 2 are francophone. I say no more than that, other than Magnus said yesterday, was talking about the decreasing
the decreasing unattraction of both Geneva and Paris as arbitration centers. I didn't say it, he said it as a member of a firm, Laurent's firm, in Geneva. So I raise those as if you like, what I would call controversial issues. But let's just compare them with the top financial centers, because of course, CMAC is very much linked to CFC, which is the #1 financial center in Africa. So which are the #1 financial centers in the top 10 financial centers in the world? #1, of course, New York. #2, Singapore. Sorry, #2 is London, forgive me, I'm my home. #2 is London. #3 is Singapore. 4, Hong Kong. 5, San Francisco. 6, Shanghai. 7, Los Angeles. 8, Beijing. 9, Dubai again. And 10, Shanghai. So there is a correlation very, very clearly if you compare with a successful financial center and a successful arbitration center. So if you will look again at the linguistics there, you only have amongst the financial centers English language and Chinese. Again, so I say that language is an important factor, and if my thesis is this, that if a new or relatively new arbitration center linked to a financial center, because English and Chinese now appear to be the dominant languages of international business, if they wish to develop internationally, they have to develop a competence preferably in those 2 languages, because they seem to be the languages of international commerce and the languages of international arbitration. I'm going to stop there. I'm ahead of time, but I've tried to, as I say, take what I think is maybe quite a controversial issue. Laurent may disagree with me on that. So perhaps we can come back and discuss linguistics a little bit during the Q&A session. So I'm going to give some of my time to one of my other speakers. Thank you very much indeed. In order to gain time, yes, I do agree with what my friend Michael said about language, with an important proviso. He doesn't speak the arbitration English. I do. And it's a quip, of course, but about 20 years ago in New York, at the time of a conference, someone from the audience told everyone, as to Laurent Lévy, it is very simple. I didn't understand a word of what he said. I was speaking, of course, trying to speak English. And my point is very, very small. Everyone knows England and America are separated by a common language, more and more so. Provided Mr. Trump doesn't fix it, that I believe that English will more and more be the language of arbitration. However, you have to remember, and I know Michael does, but it's something to be understood, that the language spoken in arbitration is not 99% people speaking as natives. It is people like me who have learned English and have sometimes heavy accent, make a lot of errors, which the English and the Americans pardon, but it's not taken for granted. Sometimes it's difficult to understand each other, but I'm very much in agreement. English is a prevalent language and will be so for a long while, I hope. Can I agree with you? And I think a very old friend of yours in Geneva, of both of ours, Michael Schneider, describes the English used in arbitration as offshore English. It's not English. And the nuances are often lost. And you know, you wrote to me an email that if I didn't understand non-English speakers' English, I would have found insulting. You reminded me of the review of the London principles by this group, the Hawa group. And you said,
You said, I thought you were ignorant of that. Now, what you meant, if you forgive me, is that I was unaware of that. But the difference in nuance between the two words to an English native speaker, it can be quite significant. Sorry, the duck tells me my time is up completely. Very well. To close on that topic, you all know that Geneva is an international city. My children are perfectly bilingual because my wife is American, so they speak English and French indifferently. In fact, my son is Moratese in English. When he took his baccalaureate, his final test, he had the maximum grade on the written part. When it came to the oral part, he had just about the maximum, but not quite. And as he was gutsy, he still is, he told the professor, I don't mean to criticize, it's good grade. How come I don't have the maximum grade? Geneva, international city. Answer, sir, you have a heavy accent. And my son said, oh, I didn't know I had a French accent. I thought I had an American accent. And the teacher answered, quite so. Please be aware that in Geneva, we learn British English. Who is next? Umar, please. I'm not going to go into the discussion or the debate on language, so don't expect me to join that debate. Now, thank you, Lauren, and ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa barakatuh, and a very good morning to you all. Today, I want to actually challenge what I call the old map of seats across the world. You've heard about the top 10 seats just now, and they have been linked to the top 10 financial centers, and that was a very good kind of background for the discussion that will follow. Now, the first thing I would like to say, I have key three challenges for the old map of seats. Now, the first is what I'll call the death of the top-down hierarchy as we move toward what we call a police-centric kind of model, where hybrid classes are actually the new strategic standard in determining seats. Now, the second thing I would like to say, which is a strategic opportunity for CIMAC in particular, and of course Casablanca, is the AFCFTA, which is the African Continental Trade Area Agreement itself. And with what we call the intra-African trade now hitting about 230 billion US dollars, we feel that exploring the possibility of Casablanca leading in this regard, I think it's something we should briefly discuss today. Now, the third point I would like to share with you in terms of strategic guidance, it's our transition from what we call a convenient venue to a norm setter, proving that our future, basically here, we're talking about Casablanca today, depends on our intellectual output, not just the infrastructure, even though infrastructure is also key. When we talk about arbitration, it's not only about your rules, you've got to talk about the whole ecosystem, the case management system itself, convenience of filing a notice of arbitration itself. This is something parties actually look forward to. So infrastructure is key, but we have to also look at intellectual output, and this is where thought leadership comes in enhancing what you do as a seat of arbitration. Now, before I proceed to briefly address these three issues, in my capacity as the Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation Arbitration Center, I wish to formally extend my profound congratulations to CIMAC, its amiable Secretary General, the Court of Arbitration, of course, many of the members are here with us, and we celebrate the 10th year anniversary. And this particular milestone, I'll say, is a perfect vantage point from which to chart Casablanca's evolution as a premier regional and international seat. While yesterday's sessions, and of course we've heard a bit of it again today in terms of things you need to consider to become a regional or global player when it comes to seats of arbitration,
we got a very good foundation yesterday, which was rich. And now for today, I intend, without retreading the familiar kind of ground, to tackle the three core strategic issues I mentioned earlier. And I'm going to look at this from a fresh and strategic lens. Now, ladies and gentlemen, let's now address the first issue, which is the rise of the polycentric map itself, exploring Casablanca's place in the north, the new orbit itself. Now, we often talk about arbitration seats as if we are playing a game of musical chairs, where the chairs are permanently kind of bolted to the floors of particular jurisdictions, as you've heard. The data you got from His Excellency earlier, these are true data. But again, we've seen the paradigm shift gradually to regional players. And the chairs are not permanently kind of bolted, to the floors of London, Paris, or Geneva, or even Singapore. Now, but if you look at the data, which you got earlier from Honorable Justice Black, the energy in this room today as well at CIMAC is clear that the floor is moving. It's no longer fixed somewhere. And we have the future experts here, and I'm really happy we'll be having a session later today, talking about the very young arbitrators, group. So whether we like it or not, the floor is actually shifting. It's moving. Now, we are witnessing the end of the top-down hegemony and the era where a few select cities held a monopoly on neutrality is giving way to polycentric model. Now, today I want to explore how a seat like the Casablanca seat doesn't just survive this fragmentation, but leads it by balancing the global rigor with the regional soul required. Now, for decades, the hierarchy was simple. You had a super seat somewhere, and of course, they provided the gold standard, but they also came with super costs. Now, when we talk about the gold standard, it's still very important. Whatever we are doing at the regional level must be aligned to global practices. Like I always tell people, CIMAC and even some of the learned colleagues here, they play a very important role in the global reforms, and they should be involved in the global discussion, including in on CITRA working groups 2 and 3. This is really key for us, but we shouldn't kind of limit that to our growth itself. So when we talk about global standard, we are not just talking about, what I call unification of standards. We have to look at the regional adaptation, and this is very important. Now, again, why the shift? It isn't just about cost, it's about proximity and relevance. I talked about the African Continental Free Trade Area Agreement, which I feel is key. And this is where Casablanca can play a very important role in helping to resolve the disputes that will be coming out of the treaty itself. I'll say a little bit more about that later. Of course, we talk about the parties in the MENA region, the Middle East and African region itself, and across the African continent. They are no longer content with exporting their disputes to the global north. And that's why we see the rise of Dubai and a few other cities within the region. Now, we are seeing a fragmentation, which is actually what people will call diversification, which is key. So when you talk about diversification, it's not only about the arbitral tribunal itself, where you need to have different gender. We have to talk about diversification of seats. But of course, efficiency is key when you diversify. And digitalization has also leveled the playing field, and the New York Convention provides the bridge. The map is no longer a pyramid. It's a perfect web. Now, how does Casablanca stand out? First, we must accept that global standardization is non-negotiable, as I've said earlier. It is our entry fee. As discussed yesterday during session 1, to be a global hub, Casablanca must be ready in the best way possible. Of course, they have the predictable courts, adherence to ancestral model law. This is what actually parties want. And pro-arbitration judiciary, which again was extensively discussed here yesterday. Now, one thing we have all realized as practitioners is that if the legal framework isn't standard, the seat will definitely not be viable. It is evident that Casablanca is actively reinventing its legal architecture to meet the demands of a global hub. Now, rather than preempting the details, I'll leave it to my co-panelists. I think Tariq will be discussing about a seat of arbitration here, basically giving the Casablanca example subsequently. Now,
Before I conclude on this first point, let me clarify that standardization and alignment with global best practices only makes you equal. It doesn't make you the chosen seats. So the unique value proposition of Casablanca as a preferred seat lies in being the gateway to the Atlantic and Africa. We are not moving toward a fragmented world. We are moving toward a specialized one. And this is where Casablanca's mission is to be the global seat with regional skin. Let us stop asking if we can compete with traditional giants. Let us stand, or let us instead ensure that when a practitioner thinks of an efficient, sophisticated, or robust kind of seat, the first thing that comes to your mind is CIMAC or Casablanca. Now, the chairs are no longer bolted down. It's time we look toward a new seat. Now, let me turn to the second pillar of our strategy, which I would like to share with you today. And this actually focuses on why we need to capitalize on the great realignment globally. We are living through an era where global trade is no longer just disrupted. It is being redefined by friction. We all know what is happening at the moment in the Hormuz Strait, basically. So with the African Continental Free Trade Area Agreement now fully operational, Casablanca sits at the heart of about $3.4 trillion market. But beyond the economics, there is a deeper shift. In a world fractured by sanctions and geopolitical volatility, the traditional supersets are no longer seen as universal safe harbors. So Casablanca offers something the traditional giants cannot: geopolitical neutrality. This is extremely important. By positioning this city as a sanctuary of those fleeing the complexity of global sanctions, we aren't just offering a hearing room, we are offering stability in a world of chaos. And I'm sorry to use that word, chaos. Whether we like it or not, we're in a world of chaos. So parties will always gravitate towards a neutral seat. Casablanca is the silent, steady pulse in an uncertain world. Now, we stand today at a crossroads in the geography of justice. For decades, the choice of an arbitral seat was a binary one. You either chose the safeguard of the traditional giants, or you just took a risk on a regional newcomer. But as we gather here at CIMAC in April 2026, that binary is dead. The question before us is whether the rise of hybrid clauses, where we might see English law being paired, basically with a Casablanca seat, means users are becoming seat agnostic. Seat agnostic means they don't care about the seat, basically. They just try to look at some other kind of, efficient procedures. And basically, I argue the opposite. Users are not agnostic. They are becoming hyper-strategic. And it is you, the lawyers, you, the counsel, advising on all these deals that will actually be strategic in choosing your seats. We have numerous examples, but I don't have much time today to share this. Now, the data suggests that the seat matters now more than ever. You've just got to be strategic. Now, if users are agnostic, they wouldn't be moving. They are moving because the top-down hierarchy has been replaced by a polycentric network. And in this new world, the seat is no longer just a legal anchor. It is a strategic shield. When parties mix a global governing law with a regional seat like Casablanca, they aren't just settling. They are seeking what they call the best of both worlds, generally. And the predictability of established law and cultural geographical proximity of a regional hub, and I think it's really important. Now, let me now take you to my last point before I get the yellow card. Here, I didn't see that earlier. Now, let me address the last point. We have to kind of consider how we kind of make that transition between what we call the convenience venue to a norm setter. This actually proves that our future depends on our intellectual output, not just the infrastructure. However, regional trade alone isn't enough, so we have to kind of get a seat that has a spine. And a lot has been discussed on the reforms that are even still required in this particular seat. So I think we have to take those into consideration. Now, finally, to close, let's be clear. We are no longer waiting for a seat at the global table. We have built the table right here in Casablanca. Though it may be argued that there's still room for improvement, as I always say, the biggest room in the world is the room for improvement. The initial steps taken are commendable.
Now, the shift from the top-down hierarchy to a polycentric world isn't just a trend, it is our new reality. Now, I'm going to leave you with this acronym before I go back to my seat. I don't want to get a red card now. Now, the acronym is what we call CASA, C-A-S-A. The C is for cultural and technical competence. This is extremely important if you really want Casablanca to become the preferred seat. So cultural and technical competence. So in an industrializing Africa, being a good lawyer isn't enough. You must master the technical language of the sectors, from green tech to financial technology. These are specialized areas of practice. You've got to move to this area. And CMAC itself has to develop, this kind of specialized, rules for all this. So that's cultural and technical competence, C, in your CASA example. The second one is A, agnostic, yet strategic. Don't fear hybrid clauses. Use best law. If English law is the best, use it, but try to ensure that the seat can actually be here in Casablanca. Now, the S is sectoral specialization. Again, I've said a lot about this, where a center like CIMAC will actually develop special kind of rules for certain types of disputes. And finally, the A is for the authority through intellect. And this is where you affirm the intellectual kind of capacity, which is what we call thought leadership of CIMAC itself within the region. And finally, as practitioners, it is our job to ensure our clients are charting their course toward the centers of the future, not just the monument of the past. Ladies and gentlemen, the map has changed. Casablanca is no longer just a destination. It is a blueprint. And let's lead the way. Thank you. Congratulations, Umar. Excellent substance, of course, and very timely. Just two remarks. I quite agree with Umar that Casablanca has a potential, and I stress the potential, to become a major arbitration center. I stress potential. It will depend on you to make it become actual, and we may speak about it later if we have the time. But for a center, I would like to stress that you have the potential, and there are two main points which I believe help you. The first one is that there is no, in my opinion, mix-up in the arbitration rules between matters of procedure and matter of governing law. Let me take an example without giving names. Everyone knows that interest, compound or not, but interest is part of arbitration, but that on the continent, in Europe and in Morocco, it's a matter of governing law. While in England, not so. It is part of the procedural law. You correct me if you don't agree. So it is important when you have rules to make clear what you're talking about. If the rules start speaking about interest, there is already a risk. It's not very often told, but it's a real existing rule. Just a quick Sorry? A quick intervention on that here. I think that's a very important point. Thank you regarding the rules, the specificity required in your rules, specifying interest, in England, and what you have in countries that I'll say they are Muslim majority countries like Morocco. There are mechanisms as well, and I know of Malaysia. I know some of our learned professors here who are also court members of arbitration centers you have in other jurisdictions. So there are instances where even though you cannot stipulate interest in your rules, basically, or you don't want to do that, there are other mechanisms, basically. You can achieve the same economic substance at the end of the day. But again, I'm not going to go into all these details. I was discussing this with the CIAB team, the Chartered Institute of Arbitrators. They have this cost and interest guidelines. And I just felt, okay, I think we need to go further by developing, a kind of a model that Muslim majority countries can use. You cannot actually totally exclude interest in your arbitral award. But what can you give to the parties for the delayed kind of time? So this is something we have developed, and I think it's coming out in one of my books, or forthcoming books, a chapter on this, basically, on the alternative. And you can even achieve more than the usual interest. Thank you. Thank you, Umar.
For the sake of time, I will spare you my second remark on the centers. However, if you want to have a litmus test of whether a center is efficient, we'll come back to that if there is a question from the audience. I believe I know a litmus test to show if a center is really efficient in practice. I don't think there are statistics. We may talk about it if you feel like it. I'm working here for the audience, not for the panel. I'm minding the time. Francisco, please. Thank you, Laurent. I don't know if it's working. Good. Well, thank you very much, CIMAC, for inviting ICSID to be part of this 10-year anniversary. It's a pleasure to be here. And when we talk about seat of arbitration, I think a number of clarifications are necessary when we talk about seat and place of arbitration when it comes to cases administered by ICSID. So I will start by clarifying what the role of the seat of arbitration is in ICSID cases. And then I will move in my second part to talk about agreements to hold hearings elsewhere from Washington, D.C. But first, it's very important to understand what kind of proceedings one can see as being administered by ICSID. The first category are, of course, arbitral proceedings under the ICSID Convention, which are the large majority of cases administered by ICSID. And these are the ones that are usually known as ICSID cases, ICSID arbitrations. These cases require both parties to come from an ICSID member state. That means that the investor must be a national of an ICSID member state, and the other party must be an ICSID member state as well. Now, these are not the only cases that can be administered by ICSID. As most of you may know, ICSID also has what we call the ICSID additional facility rules. These rules have been amended in 2022 and allow ICSID to administer investment cases between investors that do not come from an ICSID member state and against states that are not ICSID member states. They also allow claims to be brought by regional economic integration organizations, such as, for example, the European Union. So these proceedings are not governed by the ICSID Convention, and therefore they are not subject to the jurisdictional requirements applicable to ICSID Convention cases. And finally, in addition to administering proceedings under the ICSID Convention and the ICSID Additional Facility, ICSID also administers arbitrations conducted under other sets of rules. The most common one of those are the ancestral rules, but ICSID can also administer cases, ad hoc cases, providing services that are identical to those in ICSID Convention or ICSID Additional Facility cases, but also providing sometimes more limited services, such as acting as appointing authority or hearing organization or performing fiduciary functions. Now that we know what kind of cases one can see at ICSID, the second clarification that is very important is what is the role of the seat of arbitration in an ICSID case. And it is very much linked to what I have just explained, because it really depends on the kind of case. So the system established by the ICSID Convention, so if you have an ICSID Convention case, then the system established by the ICSID Convention will apply. And this system is what we call a self-contained system. That means that ICSID Convention proceedings are delocalized from any national legal system. Under Article 62 of the ICSID Convention, by default, the proceedings shall be held at the seat of the center, that is Washington, D.C. However, that is the place of the proceeding. That doesn't have the same role as the seat would have in proceedings run under other sets of rules. So under ICSID Convention, in ICSID Convention cases, national courts have no role to play during an ICSID proceeding. They cannot intervene to review or enjoin the proceedings. Awards rendered under the ICSID Convention are not subject to appeal before domestic courts. And the primary recourse against ICSID awards is an application for annulment, which is a mechanism
foreseen in the ICSID Convention, and these annulment proceedings will be decided by an independent ad hoc committee, which will be set up from the ICSID panel of arbitrators. In addition to that, the ICSID Convention provides for the possibility for the parties to request rectification, interpretation, supplementary decisions, or revisions of ICSID awards. But that is always all contained in the ICSID Convention. That's why we call it a self-contained system, and why that is completely detached from courts. Now, in non-ICSID arbitration cases, such as those under the ICSID additional facility or the ancestral rules or other rules, national courts will play the same role as they play in other arbitrations, which do have a seat in the proper sense of the term. Now, this distinction also has implications regarding the enforcement of awards, of course. In the ICSID Convention system, once an award is rendered, it is final and binding. So it will be only subject only to the limited remedies that I mentioned under the ICSID Convention. That means that all 158 ICSID member states must recognize the award and enforce its pecuniary obligations as if it was a final judgment of the domestic courts of that state. Recognition and enforcement of non-ICSID awards, on the other hand, they will most likely be subject to enforcement and recognition under the New York Convention on the recognition and enforcement of arbitral awards, with which I'm sure you are all familiar. Now, having made these clarifications, and I'm sorry for those of you who are already familiar with the ICSID system, but I thought it was necessary to provide this background for many of you that may not have had experience with ICSID. Having made these clarifications, I know that it is very common for hearings in ICSID proceedings to take place outside of Washington, D.C. And that requires the parties' agreement. And this can happen in the context of an ICSID Convention arbitration, but also in the context of proceedings administered by ICSID under the additional facility or other rules. Now, when the parties agree that hearings will take place outside of Washington, D.C., sometimes hearings will take place at a World Bank premise somewhere else in the world. The most common example, and I'm sure some of you will have had hearings in Paris at the World Bank premises there, but they can also take place elsewhere. And when the selected location is not a World Bank premise, that place is usually selected among the domestic, regional, international, or regional international arbitration centers with which ICSID has concluded cooperation agreements. Indeed, through these partnerships, ICSID supports the conduct of hearings in regional venues and at partner institutions. What it means in practice is that ICSID will work closely with the partner institutions in the organization of the hearing, in making sure that it is handled in the most efficient way, benefiting from ICSID's experience in organizing large multilingual hearings. But these cooperation agreements are not limited to the organization of hearings. They also serve the purpose of promoting the exchange of information on dispute settlement practice and regional trends. And cooperation agreements may also include the organization of joint events and trainings on investment law and policy, as well as on the conduct of proceedings. Now, it is worth mentioning that these activities are not limited to arbitration. They also include conciliation and mediation proceedings. As you may know, ICSID has adopted a new set of mediation rules in 2022. A number of capacity building events have been organized by ICSID in recent years regarding mediation in Washington, D.C. and in other parts of the world, usually in cooperation with partner institutions. Now, talking about Africa in particular, just by way of introduction, I just want to mention that African countries, and Morocco in particular, have played an important role in ICSID's history since its inception in 1966. You may all be familiar with the first ICSID case, which is Holiday Inn versus Morocco, a case from 1972. But there are many other firsts involving African states, including the first ICSID award in the case of Gardela versus Ivory Coast,
The first case relying on domestic legislation, in the case of SPP versus Egypt in 1984, that's the so-called pyramids case. The first conciliation, exit conciliation case in the case of Seditex versus Madagascar in 1982. The first annulment proceeding, also a case involving Cameroon, the Kleckner versus Cameroon in 1984. The first counterclaim successfully brought by a respondent state in the case of Mine versus Ghana in 1992. And then some landmark cases on many issues of investment exit arbitration, such as the notion of investment. I'm sure you are all familiar with the case of Salini versus Morocco, but also on corruption in the case of World Duty Free versus Kenya, and the involvement of non-disputing party submissions in exit cases, or transparency with the BSGR versus Guinea case. Now, in the Africa region, ICSID has concluded a cooperation agreement with CIMAC in 2018, which we are very happy with, and we are really particularly happy to be here today to celebrate the 10-year anniversary. But also with other centers in the region. The Cairo Regional Center for International Commercial Arbitration, the Mauritius International Arbitration Center, the Regional Center for International Commercial Arbitration in Lagos, and the Kigali International Arbitration Center. These cooperation agreements with regional institutions are consistent with ICSID's current efforts to expand its global presence by opening offices in Singapore and Paris. And these decisions formalize and deepen our long-standing partnerships and activities by bringing our services close to the member states, investors, and legal practitioners who rely on us, whether for dispute resolution, preparedness, or prevention. Thank you very much. Thank you, Francisco, especially and again for having jumped in at the last moment to substitute someone who couldn't come. Thank you very, very much. My friend, Tarek. Thank you. Assalamu alaikum. Mr. President, as the FBI says, I don't say any words because I'm going to plead no guilty of impersonation because I'm not Vice President of CIMAC. It will be a great honor for me to be as the Vice President of CIMAC, but I have, and I demand you to note this in your paper, to avoid the red card. Hopefully, the chairman has not bring with him the red card, so I think I will have all my time to share with you my ideas. I will say high thanks to CIMAC to offer me this opportunity to will be with you this morning. And I say thanks to the hearing to be in this time of weekend with us in this morning. It means that CIMAC and Casablanca effectively has a dream. Yes, we have a dream. And we can answer that Casablanca can become one of low places in world. And as Malcolm X said, yes, we have dream. Obama said that yes, we can't. And I am using now the king of Morocco motto, who is saying the impossible is possible of all Moroccan. Unfortunately, I will not stay in this language order. I am going to switch in French. Comme vous le savez tous, l'arbitrage international est devenu désormais l'un des moyens privilégiés de résolution des litiges dans le commerce international.
ce qui pose déjà la question de la place des autres ADR dans ce système de résolution des litiges. Et pas mal de centres d'arbitrage s'intéressent à d'autres moyens de résolution de litiges pour offrir aux parties des moyens efficaces pour résoudre leurs litiges. Hier, mon ami Ahmed Hussein parlait qu'il n'y a pas une concurrence dans l'arbitrage et pas de concurrence entre les centres d'arbitrage. Et malheureusement, aujourd'hui, j'aime pas toujours être en contradiction avec mes amis, mais je dis qu'on peut utiliser un autre mot, qu'il y a la compétitivité entre les centres. Ma preuve, c'est ce qu'a dit notre cher Michael Black quand il a parlé de ce top 10 des centres d'arbitrage et le top 10 des centres financiers. Donc, il y a une idéologie, il y a une philosophie de compétitivité et compétition entre les centres d'arbitrage. Et pour être dans ce top 10, il faut remplir pas mal de conditions. Hier, on avait bel et bien discuté que le Maroc est doté d'un nouveau arsenal juridique qu'on a qualifié de moderne. Mais une dialectique qui s'impose dans notre débat, est-ce que la normativité juridique suffit-elle pour dire qu'une telle place de droit a vraiment assuré une qualité institutionnelle? Loin de ce classement financier et de ce classement de ce centre, il y a le facteur humain. Il y a ce facteur des arbitres spécialisés qui peuvent répondre à une question majeure, surtout les arbitres marocains. Dans quelle mesure la réforme du droit marocain de l'arbitrage portée par la loi numéro 95-17 permet-elle réellement à Casablanca de s'imposer comme siège d'arbitrage régional et international, alors que l'attractivité d'une place arbitrale dépend désormais autant de son écosystème institutionnel, judiciaire et technologique que la qualité de sa législation. Pour partager avec vous ma réponse à cette question, j'ai identifié les critères contemporains de compétitivité adoptés par la doctrine internationale dans l'arbitrage international, qui essaye de mesurer le rôle de l'effectivité institutionnelle et judiciaire dans la crédibilisation de la place marocaine. Et les 5 critères sont: est-ce qu'un siège d'arbitrage est un ancrage juridique ou pas? Est-ce que vraiment le Maroc a incontestablement progressé sur le terrain normatif? Est-ce que le véritable enjeu pour un centre d'arbitrage n'est que l'effectivité? Est-ce que CIMAC doit être pensé dans son environnement régional? Et est-ce que la question n'est pas si, mais à quelles conditions? Je rebondis sur le déchiffrement qu'a fait mon ami Omar, qui a bien réussi le challenge de déchiffrer CIMAC, et je reviendrai tout à l'heure pour répondre moi aussi sur ce challenge pour le déchiffrement de CIMAC. Le premier point, comme je viens d'évoquer, c'est le siège est un élément essentiel pour choisir la loi applicable, le juge d'appui ou de soutien et même les mesures de contrôle des sentences. Ce qui fait qu'il doit être analysé loin de ce critère économique, financier, mais une analyse purement juridique basée sur la compétence humaine dans l'arbitrage. Même si l'arbitrage reste ancré dans un ordre juridique étatique, l'autonomie des parties reste un élément phare pour la réussite de l'arbitrage international. Ce qui répond à la question que l'adhésion
un système juridique ou un règlement d'arbitrage peut toucher à cette autonomie des parties et qui est l'élément essentiel à débattre pour dire est-ce que l'arbitrage international, loin toujours des critères financiers et juridiques, que la garantie de l'indépendance. Et quand je parle de l'indépendance, je vais taquiner mon ami Francesco, parce que, comme a dit notre cher maître et confrère Ahdab le jeudi, le CRD est critiqué par cette problématique d'indépendance idéologique. Donc, le grand défi pour un centre, c'est de garantir cette indépendance idéologique et culturelle du système d'arbitrage. Pour vous répondre sur la volonté législative de rendre Casablanca et de réaliser ce rêve, c'est que cette inflexion législative et cette mutation du centre d'arbitrage international ou le juge du soutien de Rabat à Casablanca. La loi 0805 prévoyait et disposait dans l'article 327-41 que le juge de soutien et d'appui pour l'arbitrage international, notamment quand les parties choisissent le droit marocain, c'était le juge, le président du tribunal de commerce de Casablanca. Avec l'article 73, maintenant c'est le président du tribunal de commerce de Casablanca, ce qui explique effectivement qu'il y a une volonté politique législative de rendre Casablanca place of law. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, est-ce que la progression sur le terrain normatif suffit de dire que le cadre juridique moderne peut garantir qu'une place de droit devient attractive? Effectivement, la qualité des articles de droit sur les deux critères de lisibilité et appropriation permettent à répondre à cette question. Mais toujours est-il, le juge d'appui, son intervention marquera la réponse sur cette question et qu'il y a une problématique, des fois, on est heurté à l'intervention judiciaire qui perturbe la philosophie et la continuité logique arbitrale. On a parlé de l'indépendance. La loi marocaine essaie d'adopter des mesures internationales concernant la neutralité. Mais la neutralité est un critère déterminant pour les utilisateurs. Mais toujours est-il, on revient à ce que la doctrine réclame et acclame, c'est que des fois, cette neutralité doit garantir l'absence d'avantages structurels pour une partie au détriment de l'autre. Le facteur qui peut rendre CIMAC ou Casablanca place de droit, c'est son expertise professionnelle qui structure l'attractivité du siège, qui suppose un marché d'arbitrage développé et compétent, et je crois que le Maroc répond amplement à ces critères. On a parlé hier, et je cite mon cher confrère et ami de Beyrouth, de la digitalisation qui est devenue un facteur clé de compétitivité. Certes, un siège doit intégrer les outils technologiques modernes, mais la problématique qui se pose maintenant, c'est cette vision futuriste de rendre l'arbitrage virtuel et que je dis que c'est un danger qui menace l'arbitrage international. Donc, le véritable enjeu pour arriver à l'effectivité et qu'un centre marocain deviendra compétitif sur le volet international, c'est la crédibilité. Et la crédibilité dépend de l'usage concret du cadre normatif. Toujours, ce facteur technologique paraît comme un élément essentiel pour rendre une place de droit plus attractive. La performance conditionne l'attractivité de n'importe quel siège dans un milieu professionnel qualifié par l'effectivité et l'efficience des arbitres. Ma dernière question, c'est
Est-ce que la bonne question, c'est si Casablanca et CIMAC est une place de droit et un centre d'arbitrage attractif, ou la question qu'on doit tous poser, c'est dans quelles conditions deviendront-elles des places attractives de droit? On a parlé de la capacité juridique de Casablanca. Certes, tout le monde a conclu qu'elle est acquise. On a parlé de l'enjeu désormais de la crédibilité, qui doit être une crédibilité durable pour la promotion de l'arbitrage international au Maroc. On a parlé de la crédibilité du siège qui exige un juge prévisible et cohérent. Et on a parlé de la sécurité juridique qui repose sur cette lisibilité. J'ai eu la chance que Monsieur le Président m'a laissé le dernier à intervenir dans ce panel, qui m'a donné cette réflexion pour rebondir sur quelques questions posées par mes amis. Mais je trouve que la question majeure, c'est la gouvernance. Et la gouvernance des centres d'arbitrage est déterminante par le professionnalisme conditionné par la confiance et un environnement numérique qui assure la sécurité des échanges électroniques, qui assure la fiabilité de l'utilisation de toute plateforme numérique, qui peut rendre la question de la crédibilité ou la condition de crédibilité qui ne peut pas être construite du jour au lendemain, mais dans le temps et la pratique. Et pour mener le challenge avec mon ami Amar, moi je dis que le CIMAC is a perfectly center of modern and international arbitration to be and to help Casablanca to be place of law and the market of law. Thank you for your presence and your hearing. Merci Tariq, merci à tous quatre. Le timing est parfait pour l'instant et je ne vais pas abuser de ce que je vais dire. Vous remarquerez que peut-être, vous remarquez ou ne remarquerez pas que j'ai changé de langue, mais pas d'accent. Alors, pour ce qui concerne des remarques, de tout ce que nous avons entendu, c'est vraiment très riche. Mais je voudrais juste parler une seconde du facteur législatif. On en a entendu parler hier à l'occasion des 2 lois marocaines successives sur l'arbitrage. Le succès d'un centre dépend quand même beaucoup de l'endroit où il est. Il y a la gouvernance, il y a tout le reste. Je vous recommande, si vous ne les connaissez pas, d'avoir un regard au Highwar Principle, H-A-I-W-A-R. Il date de 2026. Je ne sais pas si mon ami Michael les a mentionnés ou pas ce matin en parlant. De toute manière, j'en avais parlé avec lui il y a quelques jours. Les Highwar Principles, en gros, sont le produit de l'État du Bahreïn, plus exactement du couple Paulson. Vous vous rappelez peut-être certains d'entre vous que nous avons eu le plaisir d'accueillir ici comme speaker Marike Paulson, donc la femme de Jan Paulson. Dans le team, ils ont fait, si vous voulez, une sorte de séminaire de je ne sais plus, c'est 2 jours ou 1 jour, à Bahreïn, bien entendu, sur le Chatham Rule, donc secret absolu, interdiction de reparler. Et comme d'habitude, il y a eu une violation immédiate, mais ça, c'est un détail. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que vous verrez tout ce dont on a discuté hier reproduit très exactement. Le Highwar Principle est de 2026, ce n'est pas un hasard. C'était pour célébrer le 10 ans de ce dont Michael a parlé, c'est-à-dire les principes du Charter Institute, qui étaient, eux, pour le centenaire. Mais j'en viens au point, et je vous assure que je vais être le plus rapide possible, bien que ça me prendra certainement plus de 3 minutes. Les points sur lesquels il est important d'avoir une bonne loi, et je ne suis pas du tout en train de dire qu'une loi est bonne ou une autre est mauvaise, mais je vous les donne rapidement. Toutes les questions de gouvernance doivent y être. Ils doivent être modernes, c'est-à-dire, que l'électronique est acceptée par le centre et qu'il est capable lui-même de l'utiliser et de la gérer et de fournir les services. Et il faut aussi, par exemple, s'assurer que la sentence peut être signifiée ou notifiée de manière électronique. Est-ce que c'est possible ou non? Et bien entendu, il faut tenir compte aussi non seulement d'où est le centre, mais aussi de l'endroit où la sentence va être utilisée. 3e point, utilisation possible de l'intelligence artificielle. Vous avez déjà plusieurs articles
qui ont été appliqués, qui ont été publiés à ce sujet, mais au fond, les High-Ward Principles sont justes, et c'est très simple. Il n'y a au fond que deux principes à respecter. Un, il faut s'assurer que la technique utilisée est bonne, c'est-à-dire que c'est un bon programme d'intelligence artificielle, et que les arbitres ou les parties ne l'utilisent que, un, pour tout ce qui ne concerne en aucun cas le jugement lui-même, c'est-à-dire que les décisions, ça ne se limite pas à la sentence des arbitres, doivent être le produit de l'être humain et non pas de la machine. C'est la limite numéro 1. La limite numéro 2, il ne faut pas que ça aboutisse à une violation du due process. Et je fais exprès de mélanger le français et l'anglais pour montrer à quel point, comme l'a fait très bien Tariq, les deux langues sont inséparables. Pour les francophones, pour les anglophones, c'est une autre question. Je pense qu'ils peuvent se passer du français, encore que le terme, il y a plusieurs termes français, compétence, ça c'est l'allemand, autonomie de la clause, juge d'appui, qui en gros viennent du français. La langue est importante aussi pour les centres. Il faut que le centre soit capable de s'exprimer dans plus qu'une langue. Et, dernier point, le contexte judiciaire. Il faut que les juges soient pro-arbitrage, il faut qu'ils soient formés à l'arbitrage, pas tous, mais qu'il y en ait, et enfin que les recours, l'assistance pendant la procédure soit bonne, c'est le juge d'appui, mais aussi et surtout que les recours puissent fonctionner. Il faut qu'ils soient efficaces, ce qui veut dire rapide. Il faut que la langue du recours, la langue du tribunal ne soit pas limitée à une langue exotique. Là, j'emploie une expression d'interprétation. Si c'est l'anglais, si c'est le français, si c'est l'arabe, toutes ces langues sont acceptables, mais il ne faut pas que ce soit une langue inconnue. Mais évidemment, l'avantage, c'est si on peut avoir des tribunaux locaux qui acceptent l'anglais. C'est très difficile à obtenir. Je me rappelle que mon associé Gabriel Kaufmann, qui était en charge de la révision dont Jesko Magnus Langer vous a parlé hier, elle était dans le comité, elle était même présidente, je crois, m'avait dit, au fond, qu'est-ce que tu souhaiterais si tu pouvais faire la nouvelle loi toi-même? Et je lui dis, la seule chose que je souhaiterais, ce soit que le tribunal fédéral accepte, comme tout le monde, de parler anglais. Elle m'a répondu, politiquement, c'est inacceptable, c'est contraire au fédéralisme, les cantons ne l'accepteront jamais et le Parlement fédéral ne l'acceptera jamais. Résultat des courses, par un miracle que je n'ai encore pas compris, et elle non plus, depuis maintenant 3 ans, depuis la réforme, le tribunal fédéral, et ce n'est pas limité à l'arbitrage par-dessus le marché, accepte l'anglais. Si les Suisses sont capables d'accepter l'anglais, je ne vois pas pourquoi quelque pays que ce soit devrait refuser l'anglais, sauf bien entendu les Anglais eux-mêmes. N'est-ce pas, Michael? Ceci dit, j'ouvre le débat, c'est à vous. Alors, en ce qui concerne la France, ce n'est pas de l'arbitrage, mais vous vous rappellerez peut-être qu'il y a la Convention de La Haye sur la notification, la signification des actes étrangers. Elle a été rédigée dans je ne sais plus combien de langues, mais en particulier, les langues officielles étaient le français et l'anglais. Donc la Convention, je ne me rappelle plus des détails, prévoyait que toute signification d'acte doit être faite soit dans la langue du pays destinataire, alors ça peut être une langue quelconque, ou le français ou l'anglais, ce qui était une règle simple. Et il était prévu que tous les États peuvent faire une réserve sur l'utilisation du français et de l'anglais, soit exigée que ce soit dans leur propre langue. J'espère que vous avez deviné, ce n'est malheureusement pas une blague. Le premier pays qui a fait la réserve était, je ne sais plus si c'était l'Angleterre ou la France, mais les deux pays qui en premier ont refusé l'utilisation de l'anglais ou du français étaient l'Angleterre pour le français et la France pour l'Angleterre. C'est vieux, j'espère que la mentalité a changé aussi bien en France qu'en Angleterre, mais il ne faut jamais oublier ce genre d'expérience dans des pays dits évolués, civilisés et pro-arbitrage. Voilà, je donne la parole au panel. Je t'en prie, Émilie. Thank you very much to the panel. Just a question around language. And the moderator just said something around strange or languages that are not known
or the wording you used, at least from what the translation said. And then my question is, language that is strange to who? Is it to the parties or to English and French speaking people? It has to be language of the parties. And so we are Morocco is in Africa. So we're talking about the continent as it relates to the continent. And it's thinking about sub-Saharan Africa. Quite a number of those countries are French speaking. And so French is the language that they speak. And so it should be their own language. And those that speak English should speak English if that's what they want. I think that when we talk about language, it has to be one of those that we do need to defer to the parties. And so if the language of the parties is Arabic, why should they have their arbitration in English or French? I think we need to be a little bit more sensitive in those directions. If it is the language of the parties, then that is the language that it should be in. That would be my view. And that would also open up the space for arbitrators. And so if an arbitrator, if the language of the contract is Arabic and the transaction is in Arabic, why should non-Arabic speaking arbitrators be appointed to resolve that dispute? So I think that just as we have heard, we need to move beyond and be a little bit more open-minded about these things. Thank you. Can I answer that? I mean, firstly, of course, you have to look at the arbitration agreement. It is entirely open for the parties to agree that the arbitration should take place in Arabic or Sindh-Bailey or Xhosa if they wanted to. You then look at the seat, and if they choose their seat to be London, Paris, Geneva, they are going to have to translate any award from a language other than the language of the seat if they are going to have recourse to the courts there. So they have to bear that in mind when they're entering into their arbitration agreement. And this is an issue that we have encountered a great deal in the Middle East, where we have had English language arbitrations because the parties do business, whether in construction or in commercial matters, wholly in English, but they've taken, say, Dubai or Doha as their seat, and then they have to translate every single document into Arabic in order to go to the supervisory court, if it's the Dubai court or of cassation or the Abu Dhabi court of cassation. So it's really in the hands of the parties for them to choose what language they want to function in the arbitration and want to choose which seat is going to be the supervisory seat. Émilie, tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Maintenant, il faut se rappeler de deux ou trois choses. Un, l'arbitrage est la chose des parties. Il n'y a pas de doute, si les parties veulent parler ruritanien, j'étais d'accord. Si des parties veulent faire un arbitrage en ruritanien, c'est leur problème, sous réserve qu'elles aient pris une institution qui l'accepte. Par exemple, si vous allez au CIRDI, Francisco, il y a une liste des langages officiels du CIRDI et les parties ne pourront pas avoir le CIRDI conduire un arbitrage dans une autre langue, sous contrôle de Francisco. Oui, non, une petite correction. En fait, au CIRDI, il y a 3 langues officielles, c'est-à-dire l'espagnol, l'anglais et le français. Et ça veut dire que les parties peuvent exiger de plaider dans ces 3 langues, quoi qu'il en soit. Mais ça n'empêche que les parties puissent se mettre d'accord pour l'utilisation d'une autre langue et ça peut se faire. Le second point, Émilie, c'est que si c'est une langue, appelons-la confidentielle, il y a des problèmes pratiques. Je crois que c'est la seule fois où j'ai vu la CCI, il y a 15 ans je pense, écrire à tous les membres des commissions, des cours, enfin tout le monde l'a reçu, disant nous avons un problème immédiat. Nous avons un arbitrage dans lequel il s'agit de nommer un arbitre
qui parlent le slovaque et qui connaissent le droit slovaque, mais ne soient pas slovaques. C'est la seule fois où j'ai vu la CCI écrire Urbi et Orbi pour demander de l'aide. Donc, oui, bien sûr, chacun sa langue, on est bien d'accord. Il est connu que le français risque d'être la langue parlée le plus dans quelques années, parce que l'Afrique progresse très vite avec le français, mais pour l'instant, en tout cas, malheureusement ou heureusement, l'anglais prévaut. Dans le doute, je dirais que c'est la langue de défaut, parce que tout le monde est censé au moins la comprendre. Et vous avez vu que les 4 arbitres, de temps en temps, prenaient le casque pour le français, mais pas tellement. Un petit mot. Just a very quick follow-up question on that. I don't know if I'm allowed to ask questions on this language issue. Now, how do you strike a fair balance between language proficiency and specialized arbitral proceedings? For instance, you're talking about cryptocurrency dispute somewhere, and you only have a few arbitrators who specialize in this area who can competently actually address this, but they are not proficient in the language. What relevance do you have in maybe AI in this kind of situation? I've been in a situation in a particular jurisdiction where during the session you have simultaneous translation on the screen, basically, on a big screen, in 3 different languages. So can this be the future, basically? I once had the most horrendous experience of a 3-language simultaneously translated arbitration, and I can say it broke down really after about a day. We were trying to have an arbitration simultaneously in Mandarin, Cantonese, and English, and it was an utter nightmare. We had to go back to individuals speaking and then somebody from their language translating it sequentially. I'm not actually. I'm utterly in awe of simultaneous translators in a venue like this. They, for me, are people who can do something that I can't imagine I could ever do myself. But in terms of an arbitration, I don't usually order simultaneous translation because we have such issues about the translation of each question often. Je vais vous donner la parole dans une seconde. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas me hasarder à des pronostics. Le présent est qu'aujourd'hui, chacun vit dans sa propre bulle d'information et est limité à sa bulle d'information. Sa bulle d'information porte un nom, c'est le téléphone cellulaire. En gros, vous vous promenez dans la rue, vous voyez que tout le monde tient un téléphone cellulaire. Tout le monde se limite à son téléphone cellulaire, chacun a son information. Eh bien, je pense que dans un futur relativement proche, nous aurons en permanence, d'une manière ou d'une autre, la traduction immédiate dans notre langue de tout ce qu'on entend dans toutes les autres langues. Ça existe déjà en intelligence artificielle, ça va venir. Je vais vous donner la parole. Je reviens tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Mohamed Tougani, je suis expert comptable, médiateur et arbitre, et je fais aussi de l'expertise judiciaire. Tout à l'heure, monsieur le modérateur, vous avez parlé un petit peu du différent entre l'anglais et le français, parce que puisque c'est une discussion de langue, c'est qu'il y a toute une histoire entre l'Angleterre et la France. Il y a la guerre des 100 ans, et les Anglais disent que les Français, ils ont brûlé Jeanne d'Arc, etc. Mais je reviens un petit peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que, effectivement, monsieur a dit qu'au niveau du CERDI, il y avait 3 langues, espagnol, français et anglais. Et je me demande pourquoi la langue arabe n'y est pas, parce que j'ai regardé en vous écoutant tout à l'heure, surtout monsieur Michael Black, il disait que dans la notification des centres, je crois qu'il y avait essentiellement la langue anglaise et le chinois. Et je regardais que le nombre de pays arabes quand même, au niveau de l'arabe, on est 22 États arabes. Et si on prend le nombre de personnes qui parlent la langue arabe, on est 310 à 320 millions. Et si on rajoute, et ça, ce sont des gens qui ont la langue arabe comme langue maternelle. Et si on rajoute les pays qui ont la langue arabe, non pas comme langue maternelle, mais langue secondaire, on arrive pratiquement à 420 à 450 millions. Parce qu'il y a des pays d'Asie, tels que, par exemple, la Turquie, l'Indonésie, il y a des pays d'Afrique, tels que le Sénégal, etc. Et je me demande, moi, pourquoi, quand il y a un arbitrage entre des Arabes dans un pays arabe,
pourquoi la langue de l'arbitrage ne serait pas une langue arabe, parce qu'on serait toujours amené à ramener des gens pour faire la traduction. Et pour revenir un petit peu au CIMAC, c'est un centre qui a un rayonnement quand même, non pas uniquement marocain, mais africain. Mais le plus important pour qu'il y ait le plus d'arbitrage au sein du CIMAC, il faut que les gens qui font des contrats puissent toujours faire des clauses compromissoires qui reviennent dans un arbitrage institutionnel et qui reviennent au CIMAC. Merci. Et le dernier mot s'adresse à mon ami Zohir Tariq, c'est que tout à l'heure, il avait dit que l'arbitrage virtuel est en danger. Je ne le pense pas, parce qu'actuellement, avec la digitalisation, etc., l'arbitrage se fait à distance. Récemment, moi, j'ai participé à une médiation à distance avec des entreprises étrangères et marocaines. Donc, on est arrivé à une transaction. Mais s'il n'y avait pas j'allais dire, cette digitalisation, etc., on n'arriverait pas à une transaction. Et je vous remercie. Tariq, Oui, nous oui. sommes en overtime, mais vas-y. Oui, justement pour répondre à cette question, moi quand j'ai parlé de la digitalisation, l'article 33 de la nouvelle loi prévoit que les parties peuvent utiliser les outils, parce qu'il faut distinguer l'utilisation des outils numériques et de communication, mais le danger vient de l'intelligence artificielle. Le danger vient de remplacer le robot qui remplacera l'arbitre demain. C'est ça le danger. Et sur la question de la langue, effectivement, on a eu un débat avec la nouvelle procédure civile, la problématique de notification des sentences et des jugements. Et est-ce qu'on est obligé de traduire la sentence et même les significations à la langue de la partie notifiée ou pas? Mais je crois you have a right to share with us this question about language. Obviously, it's very interesting to have this opportunity to discuss language and his impact for the success of arbitration and specifically the justice in arbitration. Nous terminerons là. Je suis désolé. Notre président demande la parole. Je suis désolé, je ne peux pas te la donner, Gilles, maintenant, parce qu'on est vraiment en retard et je voulais être à l'heure. J'ai deux observations finales. Sur la langue, nous sommes tous d'accord. Chacun a le droit de parler sa langue. C'est une question claire. Nous sommes dans une époque où la diversité importe pour tout le monde. Oui, d'accord, la diversité est importante. Alors, je vais me permettre d'être critique de la diversité sans aller trop loin. Prenons un pays de sauvages dans lequel il y a trois langues, vous les connaissez tous, le français, l'allemand et l'italien. Je ne donne pas le nom du pays, mais on pourrait deviner. C'est un pays où il y a à peu près 6 millions de Suisses, je le dis, et puis 2 millions d'étrangers. Eh bien, il y a 10 ou 15 ans, on a dit, non mais quand même, c'est pas normal. Il y a une quatrième langue en Suisse, le romanche, peut-être que le saviez-vous pas. Eh bien, là, je trouve qu'on va trop loin. On a exigé que pour 30 000 personnes, je dis bien 30 000 personnes, tous les lois, tous les règlements, tous les bas du Parlement, etc., soient également en romanche. On est allé, et vous regarderez ça avec curiosité, je pourrais même vous montrer un échantillon si vous voulez, eh bien maintenant, les billets de banque suisse sont en 4 langues. Est-ce que c'est vraiment justifié pour 30 000 personnes? Je vous laisse le soin de décider. Maintenant, le mot de la fin, nous sommes tous pour les MAGA. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Nous sommes MAGA. Mais ça veut dire Make Arbitration Great Again. Et en fait, nous n'avons pas besoin d'être MAGA parce que ça serait de maintenir l'arbitration great. Il est great actuellement. Notre tâche est de préserver cela et ce n'est pas une tâche facile. C'est la conclusion que je tire des débats de tout à l'heure. Merci beaucoup à vous tous et merci à nos speakers. Merci beaucoup. Monsieur Laurent Lévy, on me dit qu'il y a une question très importante à poser. Donc, si vous permettez, avec l'accord des organisateurs, on prendra cette question avant de vous demander de prendre une photo en souvenir. Écoutons la question très rapide, s'il vous plaît. Yeah, so the question is for Justice Michael Black. You have mentioned the correlation between in the competition of arbitration centers, the correlation between financial centers and arbitration centers.
The question is how to keep, or is it a requirement to have a link between the arbitration center and the financial center where it can emanate from, or is it, or you think that there are some rules that we may apply also in that field? So the reason I made the link, there are essentially two reasons. As I said, I was personally involved with CMEC since it's the 10th anniversary of its founding, but I was involved 12 years ago when we were initially discussing setting up. The reason I'm involved is because of the experience I had in setting up the courts in the DIFC, the dispute resolution of the DIFC. And the reason I focused then between a financial center and a dispute resolution mechanism, whether it be arbitration or whether it be a specialist commercial court, is because of the similarity between the position here in Morocco and the position in Dubai. So Morocco and CFC is the #1 financial center in Africa. Dubai is the #1 financial center in the Gulf region. And if you look to the example of Dubai, Dubai has developed its dispute resolution, it's developed its legal services because of the influx of foreign investment. And so it seems to me there is a similar opportunity for Casablanca to develop as a financial center and to develop its legal services as a regional dispute resolution hub. And so that's why in my talk I linked the existence of premier financial centers with premier dispute resolution centers. Dans la mesure où les organisateurs ont eux-mêmes intimé de faire une entorse à la règle et d'être hors de délai, je ne peux pas faire autrement que demander à notre président Gilles El Hadab de poser sa question. Le protocole l'impose maintenant, Gilles. Tâche que la question soit courte et surtout que les réponses le soient. Gilles. Je vais, avec votre permission, Monsieur le Président, faire un commentaire plutôt qu'une question, notamment sur la langue arabe, parce qu'elle est très importante ici au Maroc. Et je voudrais juste insister sur la chose suivante. 1, la langue arabe est l'une des plus belles langues au monde. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas prendre en compte la réalité du monde des affaires, qui est l'utilisation de l'anglais. 2, le CIMAC a vocation à ne pas être un centre uniquement marocain, auquel cas, on fait l'arabe et on oublie toutes les autres langues. 3, nous sommes sur le continent africain. En Afrique, on ne parle pas que l'arabe. On parle l'arabe aussi, mais pas que l'arabe. On parle notamment le français et on parle également l'anglais. Donc, l'arabe, oui, mais pas que l'arabe, et pas nécessairement en premier. L'idée du Maroc, comme centre régional d'arbitrage, c'est d'insister sur le fait que le royaume est un royaume ouvert, un royaume qui accepte toutes les langues, toutes les cultures. Et plus on insistera dessus, et plus on gagnera la bataille des langues. C'était tout ce que je voulais dire. Merci infiniment. Merci à l'ensemble des panélistes. Nous vous invitons à prendre une photo en souvenir de ce panel extrêmement riche, très dynamique. Merci infiniment. Rapprochez-vous du devant de la scène, je vous prie. Comme ça, on pourra prendre cette photo en souvenir. Un peu plus proche du devant de la scène, si vous permettez, avant les tables. Voilà.
Ladies and gentlemen, so many takeaways from this conversation, very dynamic conversation. Allow me to summarize around a few key points. First, arbitration is not a niche. It is the backbone of international business. This key figure, 75% of global commercial dispute resolution is happening. Second, successful arbitration centers are not built by chance. We have heard that they rely on a complete ecosystem, a strong legal framework, and in other words, Arbitration Hub is not just a law or an institution, it is a system. Third, arbitration closely follows economic power. Most successful centers also have arbitration centers. There is no break. Ladies and gentlemen, please. Wait. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Can you please raise your hand so I can see if you have I have your attention, please. This is an important, kindly take your seats. There is no break planned for now because we have an extremely important event happening right after panel 2, which we are starting right now. And so you will be able to network just after panel 2. Please stay with us in the room. Venez, mesdames et messieurs, c'est extrêmement important que nous puissions enchaîner sur le deuxième panel. Nous souhaitons vous garder avec nous dans la salle. Nous allons avoir le déjeuner juste après. Mais avant cela, un panel important. Prenez place, je vous prie. Alors, une discussion très riche et nous allons poursuivre avec le dernier panel de cette édition. Ladies and gentlemen, the final session that we look ahead, it will focus on the future of arbitration and dispute resolution and the role of Africa and Morocco. This is a key panel. We are looking ahead now to the future because today arbitration is no longer a system that is simply adopted. It is a system that is increasingly co-created across regions. May I now invite our distinguished speakers to please join us on stage. Mesdames et messieurs, avec votre permission, nous allons ensemble accueillir sur scène les panélistes sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, tous ensemble, nous allons accueillir les panélistes de notre prochain panel extrêmement important sur le futur de l'arbitrage. Monsieur Dr Tariq Mousdaq, sous vos applaudissements s'il vous plaît, vice-président of the CIMAC Arbitration Court. Bienvenue à vous. Installez-vous, je vous prie, nous sommes heureux de vous avoir. Practitioner, academic, founding partner of Mousdaq and Gartoua law firm, you combine arbitration practice with teaching and research in business law and contribute actively to the development of arbitration here in Morocco. Thank you for joining us. Mr. Zmara Khan, Deputy Chief Counsel at the United States Department of Commerce. Welcome to you, sir. Thank you for joining us. You oversee legal reform and technical assistance programs across more than 80 countries, supporting governments in strengthening legal frameworks for trade and investment. Professor Mohammed Sameh Amr, Dean of the Faculty of Law at Cairo University. Let's please give him a warm round of applause. And welcome to you as well, former ambassador of Egypt to UNESCO, specialist in public international law. You also serve on international arbitration bodies. Professor Brian Clark, let's please give him a round of applause. Head of the School of Law at Lancaster University. Your work focuses on mediation and its interaction with civil justice systems with over 2 decades of research and practical engagement. Thank you for joining us. And this session will be led by Mr. Mamadou Ismaila Konate, lawyer, international arbitrator, former Minister of Justice of Mali, and international arbitrator. Thank you, sir. Over to you.
Merci infiniment. Merci donc à la maîtrise de cérémonie qui, jusque-là, est du parfait, mais du parfait total, chère madame. Et on se laisse aller à penser 2 secondes que vous êtes comme nous et parmi nous et que vous faites un peu le même métier que nous, tellement vous avez cette facilité d'introduire des sujets assez complexes et des personnalités pas si simples non plus. Dans une ambiance comme celle-ci, je peux vous dire que depuis hier, on est totalement à l'aise, on est totalement accaparé et on n'a pas envie de sortir de cette salle-là. À mon tour de dire un grand merci à l'ensemble de l'organisation. CIMAC en premier, son secrétaire général, mon cher ami, pour la totale, parfaite maîtrise et surtout, j'imagine, réussite de cet événement auquel je participe depuis le tout début. Je peux te dire que chaque fois que tu me donnes l'occasion de revenir dans ce beau pays, et tu sais bien ce qui me lie dans ce pays, ce qui m'attire dans ce pays, j'ai pas honte de le dire, je viens essentiellement pour le thé marocain, je viens essentiellement pour le couscous marocain, et quand j'ai mangé et quand j'ai bu, je pense au hammam, ce sont les 3 choses qui m'attirent, qui font que je prends l'avion pour aller plus loin qu'ici, en m'arrêtant ici, pour goûter justement à toutes ces substances-là. Et merci au Maroc, merci aux Marocains et merci à l'organisation et CIMAC. Après ces mots de remerciement, je voudrais juste vous planter le décor. Concrètement, aujourd'hui, et je dois le dire que le sujet qui nous réunit n'est pas simple à traiter parce que simplement, voyez-vous, quand on parle d'attirer les investissements, il y a 2 manières de le faire essentiellement. On peut en parler comme d'un slogan, et là, c'est très facile, tout le monde sait quoi dire. Ou bien on peut en parler de façon très sérieuse, et c'est, je crois, ce que cette session veut faire. Alors, permettez-moi de partir d'une observation toute simple que vous avez sans doute faite vous-même. J'ai vu, en tant qu'avocat, beaucoup d'investisseurs dans ma carrière. Beaucoup. Des grands, des petits, des prudents, des audacieux. Et savez-vous ce qu'ils ont tous en commun, ces investisseurs? C'est qu'aucun d'entre eux ne m'a jamais demandé en première question quel est le taux de rentabilité qu'un pays leur permet. Non. La première question, toujours, c'est, cher maître, et si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Voilà la vraie question de l'investisseur. Si ça se passe mal, est-ce que je récupère mon argent? Est-ce que je peux me défendre? Est-ce que mes contrats valent quelque chose? Et c'est là, mesdames et messieurs, que tout et absolument tout se joue. L'opportunité économique, voyez-vous, elle attire, elle séduit, mais également, elle fait rêver. Mais c'est la sécurité juridique qui, dans tous les cas de figure, décide. L'opportunité attire, mais la sécurité juridique décide. Vous savez, chez nous, au Mali, en pays Bambara, on a une expression, sans doute que vous avez dans votre culture marocaine ici, et qui dit ceci. On ne traverse pas le fleuve avec un canoë qui prend l'eau. Eh bien, l'investissement, voyez-vous, c'est exactement cela. Personne ne s'embarque, aussi belle soit la rive d'en face, si, bien évidemment, la pirogue prend l'eau. Et cette sécurité juridique, ce n'est pas qu'un concept de manuel. Ce n'est pas non plus une abstraction
c'est très concrètement, mesdames et messieurs, un contrat qui s'exécute. Une décision de justice que l'on peut bien évidemment mettre en œuvre, une parole donnée qui est tenue. Parce que, soyons honnêtes, un contrat qui ne s'exécute pas, ou qui s'exécute mal, ou qui s'exécute trop tard, ou qui coûte plus cher à exécuter qu'à signer, ce n'est plus un investissement, c'est une perte. Et qui parle de perte pour les investissements, c'est un drame. Là encore, les Wolofs qui sont nos voisins, un peu vos voisins aussi, ont sur ce point une formule qui est magique pour moi. La promesse est une dette. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'est un contrat au fond. Une dette qu'on s'engage à payer. Et le droit dans tout cela, c'est ce qui transforme la promesse en certitude. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années? Les investisseurs ont compris quelque chose. Ils ont compris qu'on ne pouvait plus tout confier. Ils ont compris qu'il ne faut pas tout confier aux seuls tribunaux étatiques, aux seules juridictions étatiques. Ces juridictions sont souvent trop lentes. Elles sont parfois même trop lentes. Elles ne sont pas toujours prévisibles dans leurs décisions. Elles ne sont pas, il faut le dire, pas toujours neutres. Et soyons francs, quand il s'agit d'un litige qui naît entre une partie locale comme marocaine et une partie étrangère, ça n'est pas toujours évident de s'adresser aux juridictions nationales. Et c'est comme ça que l'arbitrage, la médiation, la conciliation sont devenus non pas ou non plus des alternatives, mais le standard. Le standard qui est presque universel, qui est presque mondial, celui qu'on trouve dans pratiquement tous les contrats internationaux de quelque importance, j'allais dire, de quelque nature que ce soit. Et le Maroc, dans tout cela, eh bien, le Maroc, voyez-vous, a une chance, et une véritable chance. D'abord, parce que le Maroc est là où il faut. Géographiquement, je peux dire, on ne peut pas, d'Afrique, partir en Europe sans passer par le Maroc. Le Maroc est en Afrique, le Maroc est un pays du monde arabe, et vous ne pouvez pas demander mieux, mes chers amis marocains, que cela. J'allais dire, Dieu vous a doté, et soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Ensuite, parce que votre pays, le Maroc, depuis des années, a abattu un travail considérable. Bien évidemment, on l'a évoqué, c'est une loi moderne en matière d'arbitrage, même si tout n'est pas parfait dans ce domaine. C'est aussi des institutions marocaines qui se structurent sans cesse. C'est une volonté politique qui est affichée, qui est affirmée, qui est répétée et qui est tenue. Et puis enfin, parce que au Maroc, l'ambition est là. L'ambition économique, l'ambition continentale, l'ambition d'être incontestablement ce que vous êtes aujourd'hui, un hub, non pas un mot à la mode comme on l'entend, mais un véritable point de passage. Mais il y a un mais. Cette position-là, elle ne se conserve pas toute seule. La concurrence entre les différentes places juridiques aujourd'hui, elle est mondiale, cette compétition à laquelle vous êtes conviés. Elle est féroce, vous le savez, et elle est presque sans pitié.
Singapour, Londres, Paris, Genève, Dubaï, tout le monde se bat pour la même chose. Tout le monde veut avoir la confiance des investisseurs. Et dans cette compétition-là, écoutez-moi bien, ce n'est pas le pays qui parle le plus fort qui l'emporte, c'est celui dont les institutions tiennent leurs promesses, comme vous tentez de le faire dans ce pays. Mesdames et messieurs, le terrain que nous allons explorer ensemble n'est pas un terrain simple. 3 questions essentielles se posent et tout le long du débat, c'est bien à ces questions que nous allons tenter de répondre. La première, pourquoi l'exécution des contrats est-il si décisive pour un investisseur? La deuxième, bien évidemment, pourquoi les entreprises préfèrent-elles aujourd'hui l'arbitrage, la médiation et la conciliation plutôt que d'aller errer devant les tribunaux judiciaires? Ce n'est pas forcément de ma bouche une critique à l'endroit des tribunaux judiciaires, c'est simplement des constats que nous faisons avec les investisseurs. Et la troisième question, c'est comment un pays comme le Maroc peut-il consolider sa position et où sont, très franchement et très honnêtement, les marges de progression? Pour répondre donc à tout cela, nous avons la chance, et c'est un vrai mot, nous avons la chance d'avoir avec nous et autour de nous, sur cette table, des intervenants qui connaissent bien et même très bien ces questions. Ils n'ont pas lu cela dans les livres, mais ils ont vécu ça tous les jours dans leur pratique de tous les jours. Je les remercie à tous d'avoir accepté d'être avec nous et je leur cède sans plus tarder la parole. Bien évidemment, je vais commencer par une question qui peut paraître presque évidente, mais qui a tout son sens, parce que simplement, j'ai envie de demander aux Marocains qui est autour de cette table, Tarek, pourquoi dans votre expérience à vous, en tant que Marocain, en tant qu'avocat, en tant qu'arbitragiste et technicien du droit qui rencontre tous les jours des investisseurs, pourquoi dans votre expérience, l'exécution des contrats est-elle un critère aussi déterminant pour un investisseur étranger, notamment lorsqu'il prend la direction du Maroc? Merci beaucoup, Mamadou, pour répondre d'une manière très claire et simple. L'exécution du contrat, il dépend de pas mal de paramètres. Il y a des paramètres qui sont, premièrement, des paramètres conventionnels. Il faut, d'accord, revenir à la base. Un investissement au Maroc repose, si avec le recours de l'État, à une convention d'investissement. Et la convention d'investissement, d'accord, prévoit des clauses spécifiques, d'accord, en cas de litige entre investisseurs et État. Attention, là, on ne parle pas de traité d'investissement, mais on parle d'une convention de droit qui régit, d'accord, une relation contractuelle. Maintenant, l'expérience marocaine, l'exécution d'un contrat ou la non-exécution du contrat ou la mauvaise exécution du contrat, elle dépend de la loi applicable choisie par les parties. Et dans ce cas-là, c'est la loi marocaine parce qu'il y a pratiquement dans ces conventions, c'est l'application de la loi marocaine sur le fond, même si en réalité, on se réfère aux clauses contractuelles qui sont prévues dans le contrat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc depuis ces 10 années? Parce que les choses ont changé
le pays devient un pays hôte d'investissement. Beaucoup d'investisseurs qui viennent du monde entier. Il devient un hub africain ou nord-africain. Eh ben là, il y a une réflexion qui se construit maintenant. C'est qu'on essaye d'épuiser les voies amiables de résolution de litiges. Et là, le modèle marocain de TBI, qui commence à émerger, il a mentionné d'une manière très claire qu'on devrait, d'une manière ou d'une autre, épuiser les voies amiables de résolution de litiges. Pourquoi? Parce que la réflexion, c'est très simple, on essaie d'éviter de recourir à une justice étatique parce que il ne correspond pas aux normes internationales d'une relation entre un investisseur et un État, premièrement. Deuxièmement, il y a une loi sur la charte de l'investissement qui a mis en place un système préalable de résolution de litige, qui est un système de conciliateur qui devrait trouver une solution, une proposition de solution dans un litige ou dans un pré-litige entre un investisseur et l'État marocain. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que l'exécution d'un contrat au Maroc ne dépend pas de l'efficacité juridique ou bien de l'arsenal juridique ou bien des clauses contractuelles, mais elle dépend aussi des attitudes administratives liées à l'intervention d'un certain nombre de corps administratifs dans le cadre de l'exécution du contrat. Et dans ce cas-là, c'est un système, malheureusement, il faut trouver ce système. Maintenant, l'insuffisance, pour être très clair. L'insuffisance, et c'est ça le travail de CIMAC, l'insuffisance, c'est d'instrumentaliser ces modes amiables de résolution de litige. C'est de les institutionnaliser. C'est de les rendre plus accessibles. Et là, je peux vous dire une chose, c'est qu'il faut cesser qu'on parle d'un système, d'accord, de règlement des lois, des dispositifs, mais il faut mettre des guides pour les investisseurs, d'accord, d'accès à ces modes amiables préalables à un litige. Le résultat maintenant, d'après ce que j'ai recueilli comme statistiques, il y a pratiquement dans les litiges avec les investisseurs, il y a pratiquement plus de 40%, d'accord, se règlent à la voie amiable. Ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose. Je voulais juste faire réagir les deux professeurs de droit. Est-ce que, selon vous, et du point de vue de votre expérience, Brian, est-ce que la question de l'attractivité d'investisseurs, c'est lié au coût des actes qu'on leur propose, c'est lié au délai ou c'est lié à une question de confiance ou qu'est-ce qui est le plus déterminant de votre point de vue? Je voulais donc avoir votre réaction rapide et la réaction rapide de Mohamed Amr également. You first. Yeah. We're just being very polite. Assalamu alaikum. Je suis désolé, je ne parle pas français ou arabien, donc je vais parler anglais. Thank you very much for allowing me to be here. It's a real privilege and an honor. It's been a fantastic event so far. We've been looked after so well by the organizing committee. It's been absolutely wonderful, so thank you for having me. I think it's a very interesting question. I guess there's no possible simple answer to that. But I do think that what investors want from a dispute resolution system is credibility, neutrality. They want certainty. They want efficiency, cost effectiveness. They want flexibility, and they want a variety of options, I think. So I think it is an important thing. I could go on to talk about mediation now, or would you like me to do that at a later time? After. Okay, thank you. That's all I'll say right now. Mohamed, your reaction, please. Thank you, Mr. Mamadou, for giving me to follow up on my colleague.
And I would like first of all to thank the organizers and CMAC for this conference. It is nice and happy to be here in Casablanca and to address our colleagues from the legal community from Morocco and from all over the world. And allow me, for the culture of diversity, to speak in Arabic in this regard. المستثمر اوكي المستثمر عندما المستثمر عندما يحضر إلى دولة ما ولتكن المغرب، فأعتقد أن أول شخص هو يريد أن يقابله ويستمع إليه هو إحنا القانوني المحامي، لأن السؤال الأول دايما عنده هو إزاي لو دخلت هذا السوق أخرج منه. ده السؤال الأولي اللي دايما بيطرح علينا، سواء ده كان في شكل خروج من الاقتصاد بشكل كامل أو بشكل جزئي. ولكن المحامي أو القانوني لازم يكون على دراية وهو يشرح له كيفية المنظومة القانونية وكيف تعمل. ودايما السؤال بيكون ما هو النظام القانوني؟ ما هو النظام القضائي؟ كيف أستطيع أن أحصل على حقي إذا ما كان هناك مشكلة قانونية تقابلني؟ والمشكلة القانونية قد تكون في علاقة المستثمر بشريكه، وقد تكون في علاقة المستثمر بالدولة التي يستثمر فيها. ولذلك العلاقة بتقوم على عدة محاور، ويجب علينا أن نشرح ذلك للمستثمر. فإما أن نشرح له القواعد القانونية والمنظومة القانونية والقضائية في الدولة، أو نشرح له أيضا المنظومة القضائية أو كيفية تسوية المنازعات. ومن هنا تأتي أهمية أن العديد من المستثمرين، وهنا برد تاني على السؤال اللي كان طرحه المودريتور مستر مامادو، وهو لماذا يلجأ إلى التحكيم؟ لماذا يفكر أو يسعى إلى التحكيم؟ لأن التحكيم وسيلة ناجزة. المستثمر عندما يأتي كل العلاقة بينه وبين الدولة التي سيستثمر فيها تقوم على عنصر هام وهو عنصر الثقة، وهذا ما قاله زميلي طارق. إذا كانت هناك ثقة في أنه سيستطيع أن يحصل على حقه ويحافظ على حقه، ففي هذه الحالة سيستثمر، وزي ما بنقول كده بالمصري بقلب جامد، هيدخل وهيخش يشتغل وهيضخ فلوس. إذا شعر إن حقوقه لن يستطيع الحفاظ عليها، سواء كان الحق ده في مواجهة من يستثمر معه كشريك أو في الدولة التي تستضيفه، لن يدخل. ولذلك دائما أبدا أقول لزملائي حتى في وطننا وفي بلدي، ما فيش أنت لا تسعى إلى المستثمر، المستثمر سيسعى إليك عن طريق السمعة، عن طريق أن يضمن أن في نهاية الأمر إذا جاء إلى دولتك سوف نحمي حقوقه، وهناك منظومة يستطيع أن يعتمد عليها. هنا يجي التحكيم، إما أن يكون التحكيم تجاريا أو استثماريا. إذا كانت العلاقة بين الخلاف أو النزاع اللي ممكن ينشأ بين أفراد أو شركات، فعليهم أن يلجأوا إلى التحكيم التجاري. وهنا تلعب المراكز دور مهم جدا. وهنا هنرجع تاني لرؤيتي على مدار اليومين للدور اللي ممكن يلعب بيه سيماك مستقبلا، أو قد يكون التحكيم الاستثماري. ويمكن فرانشيسكو النهارده الصبح كان بيتكلم معانا عن التحكيم الاستثماري ودور الإكسيت، لأن الدولة أيضا عليها إنها تضمن أن الاستثمار الذي سيضخه المستثمر في الدولة سيكون مهم. نقطة أخيرة قبل ما أخذ الكارت الأصفر، وهي تنفيذ الأحكام وفكرة الحصانة
بالنسبة للأحكام اللي بتصدر في النزاعات الاستثمارية. دي أيضا من المسائل التي يجب أن يكون فيها معالجة قانونية بما يضمن أن حتى حصوله على حكم التحكيم يكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ، لأنه لا معنى لحكم يصدر عن هيئة تحكيم ولا يكون قابل للتنفيذ، سواء كان تحكيم تجاري أو تحكيم استثماري، واحتفظ بالتعقيب في مرحلة لاحقة. شكرا. Merci beaucoup, Mohamed. Je n'avais pas de peine parce qu'en fait, j'ai des soucis techniques pour écouter d'ici. Et puis de la salle, on m'a donné toute la traduction, c'est bravo. Merci infiniment. Je voulais juste poursuivre donc, avec vous, Zmalak. On sait bien que le cadre des investissements est quelque chose de très important. Vous intervenez aux côtés des bailleurs et vous connaissez un peu le sentiment des bailleurs. Qu'est-ce qui est déterminant pour un bailleur de fonds qui veut investir dans un pays comme le Maroc? Lorsqu'il arrive, quels sont les 3 ou 4 éléments clés qui sont déterminants dans sa démarche vis-à-vis d'investissement? Okay, good morning. Sabah al-khair. Labas alaikum. I'm a brand new Kazawi, so I had to pretend like I speak Daraja. So I wanted to practice a little bit. First, thank you so much to CMAC and to CFC for also hosting us and for an amazing event. I would add to what Mamadou said is that in addition to the amazing Moroccan tea and great seafood here and couscous, it's also the Moroccan hospitality, not just the beautiful country that actually keeps us here and brings us back here. So it's really nice to be back in Casablanca. In my current job, by the way, my very first trip, official trip, was ever to Casablanca. So it's really nice to be back here. I do want to provide a little bit of context because I want to make sure that everybody understands. So I am with the US Department of Commerce. Within the Department of Commerce, the organization that I represent is called the Commercial Law Development Program, which is CLDP. I'm going to ask a quick question just so I know how much detail I want to get into. First of all, how many people have heard of CLDP in any capacity? Okay, so just a handful of people. We're the legal and technical assistance arm of the US government. We work in about 85 or more countries where we provide legal and technical assistance to countries. And there's 3 main ways in which we provide the assistance. One is legal and regulatory reform, making changes primarily in commercial law and regulations so that we help countries meet their economic growth goals and opportunities, but at the same time also help create an environment that's suitable for American businesses. The second is we help develop and improve institutions like ADR centers. So in some cases, we build them from scratch, and in multiple countries, we have set up ADR centers, and in many more countries, we work with ADR centers, and it might be working with them on their financial sustainability, it might be working with them on their case management, might be working on them to ensure that their arbitrators and mediators are not just competent, but also accredited and certified. It might be working on the ecosystem as a whole. And then the last thing we work on is creating market access for American companies. And so those are the 3 broad things we want to work on. I wanted to say one more thing that's just sort of a baseline, which is a foreign business coming into your country, so an investor coming into your country, has absolutely no statutory right to be there. So the entire existence of that business is based on contract, which means that the contract has to be worth the paper it's written on, and it's not worth the paper it's written on if you cannot effectively and efficiently and transparently enforce it. And so what I would say directly first to that is, like you said, Mamadou, that businesses obviously, first question might be how physically safe is the country for us to invest in? How stable is the government? They care about that. How transparent or corruption index level, how big that is? What's the intellectual property system like there within that country? Because, a high-tech company might not want to come in for their IP to be stolen.
But they also say, if I sign contracts with the developers so I can build a Marriott hotel, if I sign contracts with the construction company for them to do the work for me, if I sign contracts with all my employees, and I'm using Marriott because it's an American company, or you could take Hilton or Apple or MasterCard, Visa card, whatever it may be in your respective countries, they want to know that those contracts would be enforced, that they would be enforced effectively, efficiently, and transparently. And so that means that the court system may need to operate effectively. But often the court system is seen as somewhat political in nature, right? So say you're a foreign company and you're going before a Moroccan judge against a Moroccan party, you might feel that there is some sort of a bias against you. So you do want to go to an apolitical arbitration or mediation center to be able to resolve that. And that's where the interest comes from. Now, I can tell you how we approach it, or I can wait till the next. You want me to go? All right. So the way we sort of approach or ADR is first and foremost why we do ADR. We do ADR because an effective dispute resolution system is good for Morocco. They're going to attract investment. For us, it's an investment also because that means there's a good system in place for Marriott, Hilton, all American companies that exist here, right? So it's a win-win situation. The two things we look for is, are foreign arbitral awards recognized and enforced? And so that means working with judges. But we also want to make sure that domestically a center exists in a way that where if, again, a business has a dispute, that they can go there and get it resolved. So we have an interest in making sure that a center exists and that it operates effectively, right? So the way we do it is we try to approach it in a very holistic way. And I'm trying very hard for our organization to really move more and more in this direction. And I call it sort of my 10-point plan. And that is 5 points that relates directly to the center. And there are 5 points that relates more to the ecosystem. So the center, what you need is you need the operational support, right? You need a building, you need space, you need a desk, you need staff, you need computers, you need all that stuff, right? So that's one. 2, you need competent staff that can run the center as a business, because at the end of the day, you want to make sure you have a business plan, you have financial sustainability, you have marketing, you have all those things. 3, you want to make sure that you have good case management in place. 4, you want to make sure you have good rules and processes and procedures in place. And then 5, you want to make sure that you have a good set of adjudicators. That's your arbitrators and mediators. Not only competent, again, but also accredited and certified. Then there are 5 things within the ecosystem outside the center that also must exist, without which the ADR ecosystem will not work, that we want to address. One is the law, because you want to make sure that the law is fully up to date based on international standards. The second would be judges. You want to make sure that the judges are fully on board, because if the judges have to relitigate an arbitral award or a mediation settlement agreement, then what's the point of doing this, right? So you want the judges to be fully on board. 3, the lawyers, the bar. You want to make sure that the lawyers know that ADR is a good option that they want to work with. And then 4, my 2 deans on the panel would be happy to hear, that is the academic community, because they're the ones who train the future arbitrators, the future mediators, the future lawyers, right? And so they have to be fully on board and make sure that they teach. And the last on the ecosystem is the end user. That's the public, and that's the business community. And events like this is what addresses that 10th and final, and maybe in some ways the most important point. Many thanks, Marek. On va donc prolonger avec les deux, l'avocat et le prof de droit. Pourquoi, selon vous, Tarek et Brian, les entreprises internationales préfèrent-elles l'arbitrage ou la médiation plutôt que d'aller, par exemple, devant les juridictions étatiques? Alors, et 3 minutes pour que je puisse gérer le temps, s'il vous plaît. Je pense qu'on a une évolution significative ces dernières années par rapport aux attitudes des investisseurs et des entreprises au choix des modes de résolution de litiges. Bon, premièrement, je pense que maintenant, il y a une préférence, il y a une connaissance que l'arbitrage est le mode privilégié de résolution de litiges. Ça, c'est effectivement, il y a une connaissance, une reconnaissance que ce soit au niveau des opérateurs, que ce soit des organismes ou bien des entités étatiques. Deuxièmement, il y a aussi maintenant, il y a une sensibilisation
sur des procédures que je peux dire parallèles et des procédures, d'accord, préalables, d'accord, à l'arbitrage. Et c'est là où, effectivement, le challenge, c'est-à-dire que les gens sont très, très accueillants par rapport à la médiation, ou bien par rapport à la conciliation, ou bien tout mode amiable de résolution de litige. Mais maintenant, le problème qui se pose et le challenge, c'est qu'on a une partie qui veut aller à ces techniques et l'autre, il n'a pas, soit il n'a pas le courage ou on n'a pas l'aptitude ou l'habilitation juridique et administrative pour aller, d'accord, pour mettre en œuvre ces dispositions. Et puis, effectivement, le volet judiciaire devient un élément subsidiaire qui vient après. C'est-à-dire que maintenant, il y a le point de connaissance. Deuxième élément maintenant, et c'est ça l'élément de faiblesse qu'il faut qu'on travaille, c'est qu'on n'a pas de formalisation de ces moyens de résolution de litige. Des fois, ce système de médiation, de conciliation, est un système qui est anarchique, malheureusement qui n'est pas structuré. D'accord ? Et là, on a besoin d'une structuration, d'accord, de ces modes, je dirais, alternatifs par rapport à l'arbitrage qui devient le mode, d'accord, de référence en la matière. Bon, maintenant, pour résumer, il y a la réglementation, oui, il y a la connaissance et la compréhension, oui, mais maintenant, la mise en œuvre par des techniques plus ou moins juridiques par rapport à ça. Il y a un dernier point, il faut motiver les milieux professionnels de ces techniques, les avocats, les experts, il faut qu'ils soient motivés pour aller à ce système. Et par exemple, il faut qu'on instaure des règles, je peux vous dire, pour être clair, d'octroi des honoraires dans le cadre des procédures amiables, au lieu de se contenter sur tout ce qui est judiciaire et démarche judiciaire. Très bien. Merci beaucoup, Tarek, même si ce dernier point, parce que la notion de motivation, je ne l'ai pas très bien percuté, je pensais plutôt à l'incitation, mais sur ton dernier point, j'ai bien compris que tu incites même les gens financièrement à venir et à opter pour des modes autres que la voie judiciaire. Brian, qu'est-ce qu'il en est de la médiation? Yeah, thank you very much. Thanks, Tarek. I would agree with a lot of what was said by Tarek there. It's great to get the chance to talk about mediation at the conference. There's been a lot of talk about arbitration, and of course, understandably so, it's the dominant process in this sphere in international dispute resolution, investor-state resolution. But mediation is growing, I think, in popularity. We heard from Professor Alexander yesterday about the International Dispute Resolution Survey, saying that a large number of cases are now being mediated either as a standalone process or commonly as part of a mixed mode process, a mediation stroke arbitration process. But there do remain barriers, I think, to the further development of mediation in the space, and Tarek touched upon a few of those. There are definitely cultural barriers. There's a lack of acceptance of mediation from lawyers, from different communities, based on, I think, this idea that it's not a credible, a legitimate, a well-established process by comparison with arbitration and, of course, with litigation. But things are changing. I think things are getting better in that regard. One of the, I think, particular issues which has stifled the development of mediation in international commercial disputes or investor-state disputes has been this perception that mediated outcomes lack an easy enforceability across different jurisdictions. So obviously, in terms of international commercial arbitration, you have the New York Convention that allows, very successful, allows for the, not seamless, but easier enforcement of arbitration awards across different jurisdictions, but nothing existed in the same way for mediation. And we do now have, of course, the Singapore Convention on mediation, which was signed in 2019. There are now 59 signatories. There are, I think, 22 ratifications, so it's growing. And the Singapore Convention effectively replicates the New York Convention
in the context of mediation, in international commercial mediation. And this includes investor-state mediation, unless states specifically exclude government bodies, public bodies, from the jurisdiction of the convention. But most states don't do that. So it certainly applies also to investor-state mediation. My view on this is that the perception of the lack of enforceability of mediation outcomes being a problem is really rather a perceptual one rather than a real problem, in the sense that we know that in the vast majority of cases, outcomes which are rendered in mediation tend not to require further enforcement proceedings. And that's, of course, because they're determined on a voluntary basis by the parties themselves. There are things that you can put into the agreement, of course, which may render that agreement self-enforcing. Securities, for example, undertakings. It's not the same as an award imposed upon you that you hate by an arbitration panel, which you're going to try to get out of. So I think it's a perceptual problem, but I do believe, though, that the convention's been of great value in increasing the credibility, the legitimacy, raising the profile of mediation in this space. And it does provide confidence to lawyers and parties that if they do have an issue, then the convention is there. The last thing I'll say about this, and I'll stop because I guess my time's going to be nearly up here, is that the convention is non-reciprocal in nature. It does not identify a mediation seat. So it means that potentially it's of implication for everyone. It doesn't matter where the agreement was forged, where the mediation took place. If you're seeking to enforce that agreement in a jurisdiction which happens to be a signatory to the Singapore Convention, then the convention provisions come to play. So I think it is important in a number of ways and will continue to do so in the future. I think that the work that CIMAC is doing in Morocco in terms of raising the standards in mediation is incredibly important. I think the work that's being done with the civil court process in Morocco in recognizing, embedding mediation within that process, legitimizing and allowing agreements to be enforced through the court process is also incredibly important. So I think you're taking the right steps. Signing the convention would probably be the next step. So thank you very much. Merci Brian. Je vais donner donc la possibilité à votre collègue peut-être de compléter sur une question très précise, Mohamed. Est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui que les systèmes d'ADR, donc crédibles, dont l'arbitrage et la médiation, constituent véritablement des facteurs directs d'attractivité des investissements? Vous avez 2 minutes, il me reste 8 minutes. Après, on va faire un tour de table plus spécifique sur le Maroc. Vous avez 2 minutes, Mohamed. أشكرك سيادة الرئيس. في الواقع أنا يعني أحب أقول نقطتين في هذا الخصوص وفي الحوار الدائر اليوم في هذا البانل. الرسالة الأولى هي موجهة لسيماك. احنا نتكلم عن ما هو الدور الذي ممكن يقوم به سيماك وفي أفريقيا وبتاع. رسالة من القلب إلى القائمين عليه. احنا محتاجين لسيماك موجود ويعمل بكفاءة شديدة. محتاجين له. أنا بتكلم كواحد من الممارسين في عالم التحكيم. محتاجين له أن يكون في آلية قوية في سواء في التحكيم أو في الوساطة. ودوره في الوساطة مهم كمان جدا، لأن المستثمر لا يرغب دائما في اللجوء إلى التسوية القضائية أو التحكيمية، وبالتالي فكرة أنه يلجأ إلى الوساطة خصوصا لو تحكيم استثماري يرغب في اللجوء إلى الوساطة علشان يبقي على علاقته مع الدولة علاقة طيبة، ما يبقاش أخذ عليها حكم أو رفع عليها قضية، لأن بعض الناس بتفهم ذلك خطأ يعني. فدور سيماك مهم جدا في المنظومة الاستثمارية ودعم الاستثمار في سواء المغرب أو شمال أفريقيا بشكل كبير، ومن ثم أفريقيا كلها. فنداء إن هذا ده مش أوبشن، ولكن ده it's a must. We need CIMAC to be very active in the arbitration and mediation في مجال الوساطة والتحكيم. النقطة الثانية اللي أحب أتكلم فيها سريعا وهو فكرة الإيكو سيستم أو البيئة في التحكيم الاستثماري. احنا بنتكلم عن الاستثمار وإزاي نقدر نساعد فيه. كلنا لما بنتكلم على البيئة الاستثمارية وتسوية المنازعات دايما بنتكلم من منظور المستثمر.
ما بنتكلمش من منظور الدولة. الدولة أيضا تحتاج إلى حماية قانونية عندما تستقبل المستثمر، واللي بيراجع قضايا حديثة بيجد إن الدول النهاردة أصبحت من حقها إنها تعمل ما نقوله دعوة مقابلة أو دعوة فرعية أو كاونتر كليم في الدعاوى الاستثمارية. وده من هنا أيضا إذن الدولة كي باعتبارها تحمي مصالحها، نمرة واحد الدولة كطرف في منظومة دولية قد تضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تفهم من المستثمر بشكل إنه إجراء ضده، ولكنها هي دائما بتكون في مفترق طرق بين التزاماتها الدولية، لأن أصبحت الدولة النهاردة عليها التزامات بموجب القرارات والأحكام والمعاهدات الدولية، تتخذ إجراءات قد يفهمها المستثمر إنها ضده. ولكن تشجيع البيئة الاستثمارية أيضا يتطلب أن تكون الأمور واضحة، سواء في العقود أو البي اي تيز، المعاهدات حماية الاستثمارات الثنائية. كل هذا بيصب أن خلق البيئة الاستثمارية هو في صالح المستثمر طبعا، وفي صالح الدولة أيضا التي تستقبل المستثمر. هم دول النقطتين اللي حبيت أركز عليهم في هذه المداخلة. شكرا. Très bien. J'hésite. Il me reste 4 minutes. J'ai peur de vous donner la parole en pensant qu'en vous donnant la parole, vous devez tenir dans la minute qui suit pour que l'on réagisse focus Maroc. Pour ceux qui connaissent le mieux le pays, dites-nous exactement ce que vous pensez du cadre juridique en bien et ce qu'il y a lieu de faire pour en mieux. Et deuxièmement, pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, quel est votre sentiment par rapport à ça? Donc Mohamed, Zmarak, Brian et en dernier, le plus marocain parmi nous. Mohamed. 1 minute. Morocco is the country can and is already attracting a lot of investments. And I can say that in a comfortable way because I know a lot of Egyptians, from my own perspective, they come and they invest in this country. The country offers a lot of investment opportunity, and what we are saying is that, and what we are discussing through the last 2 days, is we are not talking about a state that will start from the scratch. On the contrary, what we want is that to improve and improve every single day. How can be Morocco, as any other country in Africa and in the Arab region, can be more attractive to investors and more attractive to investments. Thank you very much. That's all. Okay, so I would have Tariq talk about the specifics of Morocco. I would just add very quickly to say, without being repetitive, is that yes, you do need a credible alternative, meaning you need a good CMAC to be able to ensure that businesses feel like they have an option to go elsewhere. The thing I would also add is that what I've found, for example, in our work is judges, when they buy into it, they will refer cases to mediation. We did a training for 400 judges in this one jurisdiction. For 10 judges, those 10 judges accounted for 90% of the mediation referrals. The other 390 judges accounted for 10%. So judges buying into mediation, for example, will send cases for mediation, creating incentives for lawyers when they feel like there's an alternative to litigation and it's actually in their financial interest, they will do that as well. So I just wanted to add that as a smaller part. But specifics to Morocco, maybe. Brian before. Brian? Yeah, thank you very much. I will be brief here and pass on to Tariq. Absolutely, I think that the environment, particularly if you're looking at developing mediation, I think having judges who are aware of and friendly towards mediation, that understand the process, that have been trained, not necessarily to be mediators, but they understand the dynamics of the process and the potential benefits, how it may interact with the court process, is very important. I think legal education is absolutely essential as well. Getting to young lawyers in universities, newly trained lawyers through CPD training, absolutely fantastic. And I think that the work that CMAC's doing in that area and others would be very useful. And the last thing I think that's important in the investor-state context are the ICSID rules on mediation, the newly developed 2022 rules. We heard a bit about that before. And that gives a framework that government officials can use to give certainty, legitimacy to the mediation process
It can, I think, dispel the myth that this is an informal process with no rules. I think that's incredibly important for helping develop in that space. Merci Brian. Tarek pour 3 minutes. Oui, j'aurai 1 minute pour respecter le temps. Bon, pour synthétiser, le Maroc, il a développé, ça fait 20 ans, un programme industriel important de promotion des investissements en matière d'industrie et qui s'est traduit par ce qu'on appelle une accélération industrielle, des zones d'accélération industrielle. On a besoin d'une zone d'accélération de mise en place des moyens de résolution de litiges. Là, c'est le plus important. Je pense qu'on a 3 axes plus importants au Maroc pour développer ce point. Le premier point, c'est le renforcement des capacités, d'accord, de mise en place des modes alternatifs de résolution de litiges. Ça, le premier élément. Deuxièmement, c'est la concrétisation du référencement du CIMAC comme étant l'institution d'arbitrage et de médiation, d'accord, de référence en matière au Maroc, avec, d'accord, la coopération de l'ensemble des acteurs et des centres qui existent au Maroc. Troisième élément, c'est aussi le renforcement de l'aspect culturel, d'accord, de résolution du litige auprès des opérateurs et aussi l'encouragement de tout ce qui est institutionnalisation des modes de résolution du litige. Dernier point, il faut qu'on trouve un moyen intelligent de formaliser les modes préalables à la médiation et à l'arbitrage et à mettre en place, d'accord, des mécanismes qui permettent la réussite des modes de résolution, des modes préalables de résolution de litige et par la suite la réussite du mécanisme de médiation et d'arbitrage. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a 2 aspects. La concrétisation de cette volonté politique par plusieurs actions additionnelles et aussi le renforcement de l'aspect favorable de l'arbitrage par les juridictions étatiques. Merci infiniment. Vous les avez écoutés, vous les avez entendus. Sans doute que ce que vous avez entendu a dû susciter quelques réactions dans cette salle. Donc, je veux des mais et je vous donne donc des numéros et à l'appel de votre numéro, vous prendrez la parole. Donc, vous êtes le numéro 1, le numéro 2, pardon, monsieur le numéro 3, madame au fond le numéro 4 et je veux juste une 5e mais, numéro 5. Number 1. It's okay now. First of all, I would like to thank this is a very inspirational panel. I should admit every single word shared right now is very inspirational. I have 3 points, just comment on what we have shared right now. If we really want and ready enough to move from the perception into practical work, I think there is a very important exercise that hasn't been yet done in Morocco. This exercise is that to take the London principles, the 10 London principles on one side, and to take on the other side, the current index of Morocco in terms of economic freedom, ease of doing business, and other index, and across the country, literally, practically, and honestly, doing this exercise with all the stakeholders, mainly the in-house councils, external councils, the government, and other stakeholders, to answer one simple question. What is the missing piece of puzzle in order to answer these important questions? How to build investor confidence through effective global dispute resolution ecosystem. That is exercise. And to reinforce this first step,
if we visit UK right now, we will find that all the people, they know that what did the Law Commission do in order to improve and enhance the English Act, how Singapore managed to update the SIAC rules for the 7th edition, and all the global world, they know that there is something going in this country, so there is transparency, publications, access to the information. That is a very important exercise. And to the best of my knowledge, based on my experience in Morocco, in training judges and others, nothing has been done like this. The last point, in less than 1 minute, is that after doing this MRI, all the stakeholders start working from legislative perspective, judicial perspective, and other institutions in order to filling the missing gap. Otherwise, we will keep saying what we are saying, and we'll keep doing what we are doing. And I think CMAC now is having a momentum to lead this initiative from a perspective trusted CMAC ready for tomorrow. Thank you for that. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Le numéro 2, et pardon, ne dépassez pas 2 minutes, s'il vous plaît. Dès que vous voyez que je ferme le point, ça veut dire que, voilà. Numéro 2. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bravo pour les interventions très pertinentes. Je me présente Saad Belkasmi, avocat au barreau de Casablanca, docteur en droit des affaires. Alors, j'adresse ma question à mon cher ami Tariq Mostart. Tu as énormément parlé de la structuration, de la formalisation des modes alternatifs de règlement des différends. Bien évidemment, nous avons une loi aujourd'hui qui a été promulguée sur l'arbitrage et la médiation. Mais moi, je pense à un point qui est très important, puisque effectivement, nous avons aussi parlé de l'application des contrats. Hein, c'était l'introduction que vous avez citée, mon cher Mamadou. Et je dirais, est-ce qu'il n'y a pas un moyen effectivement d'utiliser ces contrats dont on parle aujourd'hui, que ce soit les contrats d'investissement ou bien les conventions, pour essayer d'avoir un ancrage de ces modes de règlement des différends? L'exemple est très simple. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser aux contrats normalisés, aux contrats standardisés, uniformisés, à l'image des contrats FIDIC, par exemple, sur les contrats de construction et d'ingénierie, qui imposent effectivement, qui ont des clauses, qui ont un système, une ingénierie juridique, qui impose un arsenal juridique très clair pour permettre l'application de ces ADR. Et on a travaillé sur les contrats FIDIC, le fameux article 20, qui a tout un système qui permet de recourir à des modes préalables de règlement des différends, parce que moi, je suis d'accord avec toi sur l'arbitrage, que c'est le mode le plus plébiscité, mais faute de mieux. Mais il faut dire aussi que les investisseurs, en général, ne veulent pas partir en arbitrage parce que, in fine, c'est un mode juridictionnel de règlement des différends à l'image de la justice. Il n'y a pas de différence. Et puis, ça a un impact énorme sur les relations entre investisseurs et les deux parties. Donc, c'est un point qui est très important. Une ouverture sur les contrats normalisés et standardisés en matière de construction et d'autres qui sont des pratiques usées, qui ont été, je ne sais pas, pratiquées pendant des années et qui vont permettre de faire d'une pierre deux coups. Déjà, assurer une bonne application du contrat, puisque, in fine, c'est ça, c'est ce qu'on cherche, et puis en même temps, avoir une application qui est très claire et transparente et fluide des modes alternatifs de règlement. Voilà un élément, bien une solution, effectivement, pour permettre cette structuration dont tu as parlé, parce que une fois que nous avons un contrat uniformisé, donc nous n'avons pas besoin d'aller dans de détails, avec quelques petites modifications. Le contrat FIDIC, il part de la CCA, alors mettons la CIMAC, le CIMAC par exemple, dans ce type de contrat. Le deuxième point, très brièvement, mon cher, vous avez parlé de l'écosystème, c'est très important. Ça, c'est le plus important. Avant de parler de l'arbitrage, il faut penser à l'écosystème judiciaire marocain. Pourquoi? Parce que l'arbitrage, in fine, il entretient une relation que je qualifierais de charnelle avec la justice. On ne peut pas avoir un bon arbitrage si nous n'avons pas un paysage judiciaire très important. Parce que, à la fin, qu'on ait le meilleur centre arbitral du monde, qu'on ait les meilleurs arbitres du monde, si vous avez une justice qui est défaillante, eh ben, ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que le juge, in fine, va intervenir en tant que juge d'appui dans la procédure. Il va intervenir en tant que juge d'annulation. Hein? Donc, c'est très important d'avoir un paysage judiciaire attrayant, d'où la formation des magistrats. Et pourquoi pas penser à la création de chambres spécialisées d'arbitrage qui vont essentiellement traiter des questions de l'arbitrage. Donc, je pense que le sujet est tentaculaire aux ramifications très denses. Mais voilà, c'est une piste. Est-ce que j'ai dépassé les 2 minutes?
J'ai envie Vous de... ne m'avez pas interrompu. Hein. J'ai envie de serrer mes poings, mais d'abord vous êtes avocat et ensuite vous dites tellement les choses que j'ai envie de desserrer mon poing. Concluez vos propos, s'il vous plaît. Oui, ça va. Je pense qu'on a une piste très importante. Ce débat est très important pour poser les premiers jalons d'une grande réflexion. Et je dirais que pensons un peu, travaillons notre justice, c'est très important. Et puis le reste viendra. Merci. L'initiative de l'arbitrage émane des parties. La conduite de l'arbitrage incombe aux arbitres. Mais le sort de l'arbitrage, c'est quand même la justice judiciaire. On a beau la décrier, il n'y a pas d'arbitrage et d'arbitrage performant, mon excellent confrère, sans justice judiciaire crédible. Et notre combat à nous, en Afrique, c'est véritablement de faire de nos justices d'abord une institution crédible qui comprenne l'arbitrage, qui l'appréhende et qui l'accompagne. Aujourd'hui, le combat des juges, ce n'est pas seulement de riposter contre l'arbitrage, ce qu'ils ont du mal à rentrer dans la dynamique pour nous accompagner. Et disons-nous franchement les choses, c'est que nous ne faisons pas grand-chose non plus pour amener les juges véritablement à nous accompagner. Le numéro 3, madame. Ah pardon, c'est ici, pardon, le numéro 3. Après, madame, vous êtes le numéro 4. Merci. 2 minutes, hein. 2 minutes, oui. Je voudrais juste faire une petite remarque. Moi, je côtoie les tribunaux en tant qu'expert judiciaire. Je ne suis pas d'accord avec le numéro 2 en disant que la justice est défaillante. Parce que finalement, au Maroc, donc il y a énormément d'efforts qui sont faits. Donc moi, je voudrais faire une intervention, un témoignage. Pour autant. Un témoignage. Non, mais attendez. Personne ne met en cause la justice en tant que défaillance. On dit le match justice-arbitrage n'est pas parfait. Et on se bat pour qu'il soit parfait. Il y a un témoignage, enfin je fais un témoignage parce que j'étais conciliateur nommé par le tribunal de commerce de Casablanca. J'ai fait des médiations dans un centre agréé ici au Casablanca et j'ai fait aussi des arbitrages. Aujourd'hui, la médiation est très développée parce que récemment, il y a le président délégué du pouvoir judiciaire au Maroc qui a envoyé un courrier à tous les présidents de tribunaux de commerce pour activer la médiation. Et je vous assure qu'il y a des tas de problèmes qui sont réglés à travers la médiation. Moi, j'étais médiateur il n'y a pas longtemps dans une affaire, dans un groupement d'entreprises étrangères avec une grande entreprise marocaine. Donc, sur le contrat, il n'y avait pas de clause de médiation. Donc, on a fait un compromis de médiation entre les parties. Ça a demandé 3 jours et ça s'est terminé par une transaction. Et aujourd'hui, il y a la volonté, il y a même certains, j'allais dire, affaires au tribunal de commerce qui sont même passées au niveau de la médiation bancaire, parce que finalement, il s'agit de petits dossiers, etc. Mais la médiation est en train d'être encouragée au Maroc. Et moi, je voudrais bien que la CIMAC, c'est vrai qu'il y a l'arbitrage, etc., que la médiation soit encouragée encore davantage. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Numéro 4. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sana Benani, je suis avocate au barreau de Fès, docteur en droit et arbitre. Je remercie infiniment les organisateurs de ce séminaire pour la qualité des échanges, les panels et la qualité, bien sûr, des intervenants. Alors, ma question, ou plutôt mon questionnement, c'est on sait tous que l'arbitrage, c'est un mode alternatif de résolution des conflits qui se base essentiellement sur la bonne foi des parties au litige. Donc, cette bonne foi peut être testée dans un arbitrage ad hoc lors de la rédaction d'un acte de mission que l'une des parties ne veut pas signer. Donc là, le tribunal arbitral peut se confronter à des problèmes procéduraux qui peut dépasser. Mais la solution pour moi, c'est que le tribunal arbitral doit agir dans le cadre d'un centre d'arbitrage et d'une institution qui va se charger de tout le process et qui va gérer le process d'une manière beaucoup plus fiable et beaucoup plus sécurisée pour le tribunal arbitral. Parce que, in fine, l'objectif de toute procédure d'arbitrage, c'est qu'elle soit exécutable amiablement et qu'elle ne soit pas annulable par le juge d'annulation. Un autre point de question, et je rejoins l'idée de Maître Tariq concernant la structuration de l'arbitrage. Il est essentiel de former les nouveaux arbitres pour pouvoir élargir la marge de l'arbitrage, sensibiliser plus les entreprises
Là, quand on parle d'arbitrage, souvent on parle d'entreprises à grande échelle. Il faut parler aussi des entreprises à moyenne échelle et leur permettre d'avoir accès à ce mode alternatif de résolution des conflits. J'ai une petite proposition par rapport au CIMAC. On parle de l'arbitrage principalement à Casablanca. Pourquoi ne pas créer des centres régionaux à Fès-Meknès, par exemple, du CIMAC, pour pouvoir donner accès à l'arbitrage à d'autres partenaires économiques qui pourraient avoir accès à ce mode alternatif, sachant que la région de Fès-Meknès est en train de s'élargir en mode de zone industrielle et en mode d'investisseurs étrangers. Et merci à tous. Merci beaucoup, consoeur. Je pense que c'est la dernière question. Donc, je vais donc donner la parole au panel. Donc, en premier, Brian. En second, en deuxième, Tarek. En troisième, Smarak. Et en quatrième, Mohamed. Alors, pardon, prenez 3-4 minutes pour répondre. Comment? Ah, pardon. La dernière question. Oui, vous avez le droit. Je vous avais oublié, pardon. Non, attendez le micro pour la traduction, s'il vous plaît. Le micro arrive. Monsieur Ahmed El Bouali, je suis docteur en droit, 10 ans arbitre certifié. Je pense qu'à travers toutes les interventions qui ont eu lieu hier, aujourd'hui, on a pu conclure à une seule conclusion, ou plutôt aboutir à une seule conclusion. C'est que arbitrage et médiation se partagent le champ des moyens de règlement des différends en matière d'investissement et de commerce. Peut-on dire, et je m'adresse à nos chers intervenants, peut-on dire que la médiation finira par reprendre le chemin de la justice publique et, au cas où elle serait renforcée par le CIMAC, et l'arbitrage en tant qu'instance juridictionnelle respectant le principe du contradictoire, le principe de la défense, le principe de l'administration des preuves et le critère, plutôt le principe de l'exécution de la sentence arbitrale, s'installera en tant que maître de la situation, en tant que moyen alternatif de règlement des litiges. Merci beaucoup. C'est vrai que hier, quelqu'un a parlé de l'existence ou non d'un ordre arbitral. La question n'a pas été répondue. Je pense qu'il est important de revenir là-dessus. Pour parler de médiation aujourd'hui, je ne connais pas trop bien le cadre processuel au Maroc, mais dans la plupart des pays d'Afrique, la médiation est dans la justice parce que le juge a toujours la faculté, justement face à une difficulté, de désigner un juge en tant que conciliateur ou médiateur, ces deux termes se confondant. La question, encore une fois, c'est de la concevoir dans le cadre de la procédure ou en dehors de la procédure. Je pense que les uns et les autres vont avoir l'occasion sans doute de répondre et vous aurez la parole pour réagir. Donc, Brian, the first, Tarek en deuxième, Zmarak en troisième et puis Mohamed en quatrième. Brian. Yeah, well, thank you very much, everyone, for that. There were not many questions, but there were many interesting comments that were made, and I'll remark upon a couple of those. It was really interesting to hear from the gentleman at the front. That's gone, back again. Talking about the benefits of mediation, the fact that mediation is well established here in Morocco. And I think that absolutely the process has significant benefits and it's not being used enough, I guess, in many contexts. It does have potential benefits in terms of the cost of the process, the time it takes. You mentioned a 3-day duration there for mediation that might be quite unusually short, but potentially is something that can be of importance, absolutely. But there do remain, I think, quite significant challenges, those cultural barriers which still exist in terms of the promotion and uptake of mediation that lies not just with lawyers and in-house lawyers also, but also with clients, also with the judiciary to some extent as well. And in my experience, mediation only ever becomes very well developed in any jurisdiction
when it stops being seen as an alternative dispute resolution process. We've talked about ADR quite a lot, and it only really develops when it's brought into the mainstream. It's seen as a mainstream dispute resolution process. It begins to inhabit formal justice system sites. It becomes part of the court process. Judges are aware of it, they refer parties to it. Part of court procedure might involve a referral automatically by default to a mediation process. And that's the way that effectively it works. In the investor state area specifically, there remain other barriers, I think, to the uptake of mediation in that space. A political reluctance to negotiate, to be seen to settle. It's easier, more palatable perhaps, to say, well, the award was imposed upon us by an arbitral tribunal. So those are real difficulties, but they can be surmounted, and I think the ICSID rules will help in that regard enormously. So thank you very much, everyone. It's been a pleasure to be here. Thank you for all the comments and questions. Thank you. Thank you, Brian. Tarek? Oui, juste effectivement pour synthétiser. La standardisation, on parle pas, c'est pas uniquement la standardisation. Ça veut dire qu'il peut y avoir des offres diversifiées de résolution de litiges. Les offres diversifiées reposent pas sur une prédominance de médiation par rapport à l'arbitrage ou à l'arbitrage par rapport à la médiation, parce que on est sur un service. On rend un service à un utilisateur. Et l'utilisateur doit avoir plusieurs options, que ce soit de conciliation, de médiation, de pourparlers positif, d'arbitrage ou de contentieux. C'est-à-dire là, on est sur, effectivement, quoi? Sur une mise en œuvre réelle d'un process qui peut être préalable, soit à la juridiction, soit à une médiation, ou à un arbitrage. Là, on n'est pas sur une prédominance. Deuxième élément, il faut passer, pour nous droit d'arbitrage, il faut être réaliste par rapport au contexte marocain. Il faut que l'arbitrage institutionnel soit le principe. Il faut que la médiation institutionnelle soit le principe. Et l'arbitrage ad hoc ou l'arbitrage ou la médiation ad hoc soit l'exception. Et c'est là, je pense, l'efficacité du centre d'arbitrage comme CIMAC, c'est de pouvoir, d'accord, mettre en œuvre le mécanisme de médiation institutionnelle et d'arbitrage institutionnel et présenter des offres diversifiées aux utilisateurs, que ce soit étrangers, locaux, ou sur le plan central ou sur le plan régional. Okay, I'll be very quick, which is, I'll respond to one specific comment I heard a lot, which is building the ecosystem, training, capacity building, et cetera. As somebody who's in the business of that, I would tell you, I'm not a huge fan of it in some ways, but I'm a huge fan of it in two ways. One, I would rather be goals and outcome driven, meaning I'd rather say to CMAC, how many cases do you have? And they say, I don't know, 50. I'm making it up, by the way. I would rather than say, how do we get you to 100 cases? Let's create a plan within 12 months to get you to 100 cases. I would rather say, are you financially sustainable? If you're not, I'd rather work with you on making you a financially sustainable organization. Forget about trainings, forget about capacity building, I would rather do that. Same thing, I would rather not just, do fancy trainings for judges in 5-star hotels, serving them buffets. I would rather go to the Judicial Academy and say, do you have a curriculum where every incoming judge has to go through a training? And if they say yes, then I'd say, all right, these are the topics that are important to us. Can I look at your curriculum? Can I help you edit the content? Can I help you create the content? Can I work with your trainers to ensure that that's incorporated into your curriculum for incoming judges as well as sitting judges? Same thing with the bar, creating CLEs that it reaches everybody. Same thing is working with universities and say, can I help create clinics in your in law schools with you so that for the foreseeable future, all the students coming in get the right education. So instead of sort of these one-off trainings, which we do it in over 85 countries,
I feel like it has a marginal value, it is very expensive, and they don't work unless they're institutionalized, unless they're sustainable, and unless they're outcome-driven as opposed to output-driven. And I'm happy to talk to you about that over lunch if you wanted to know the difference between output versus outcome. Mohamed? Yani, to conclude in a few words, let me say that I am, and to end in a positive note, I am optimistic. I see that we have a center, CEMAC is a center, exists for 10 years. We have the infrastructure. I have seen during the last 2 days a big legal community in Morocco and in Casablanca who are at international and high level of knowledge of the legal issues, especially international issues. I believe that the new generation also is interested, and we can build on the new generation to continue. We have to benefit from our resources, human resources, natural resources. We should also need to benefit from having an effective legal and judicial system, ADR, Alternative Dispute Resolution System, for Morocco and North Africa to attract more investments and more investors to our region. Thank you very much indeed. Merci, merci infiniment à tous les membres du panel et merci justement à cette salle qui a participé activement. Merci à l'organisation. Je voulais juste retenir avec vous 2-3 choses. C'est que le cadre juridique, le cadre économique, le cadre financier qui peut être assez attractif des investissements ne tient pas seulement au dire, mais également au faire et au faire bien. Et le Maroc est un pays qui, justement, s'est mis en perspective par rapport à cela, en rénovant considérablement d'abord le cadre des affaires, ensuite en mettant en place tout ce qui est logistique aujourd'hui attractif autour des segments clés de votre économie et en mettant en place un dispositif à la fois économique et financier qui permet aujourd'hui véritablement à un ensemble de choses de faire du business avec le Maroc. J'ai été ravi d'être là, je vous remercie infiniment et bon déjeuner, à très bientôt. Merci infiniment à vous pour ce panel extrêmement riche. Nous vous invitons pour une photo en souvenir. We kindly invite you to step to the front of the stage for a photo of this panel. Thank you so much. So what we're keeping in mind is that Morocco is not only strengthening its domestic framework, it is also positioning itself as a credible, as an ambitious actor in the global dispute resolution landscape. Ladies and gentlemen, as we are approaching to the end of this edition of the Casablanca Mediation and Arbitration Days 2026, allow me to ask you to stay with us for the final remarks of Mr. Hicham Zgrari, Secretary General of CEMAC, as we're wrapping up together this 10th anniversary. Let's please give them a round of applause and welcome back Hicham Zgrari for a final remarks. Thank you so much. Ça marche pas? Ça marche? Ouais. Bonjour tout le monde. Je vais être bref parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et surtout on a un événement qui me tient à cœur. C'est l'événement qu'on fait avec les jeunes praticiens juste après le déjeuner à 1h30. D'ailleurs, j'aimerais bien vous demander tout de suite de rester pour cet événement. Ça encourage les jeunes praticiens, ça les motive de rester dans ce domaine-là. Et c'est sans la nouvelle génération d'arbitres, de juristes, d'avocats, on ne pourra pas réussir au niveau du CEMAC, comme vous avez vu dans mon propos d'hier. C'est une joie d'être aujourd'hui ici, après une dizaine d'années, après pas mal d'étapes et de jalons réussis, beaucoup de challenges et de défis qui restent à faire, mais l'avenir, il est rose et il est brillant pour nous, au CEMAC, à Casablanca, au Maroc.
Parce que comme vous avez vu, durant les 5 panels qu'on a eus, et même les propos introductifs de M. Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City, et de M. le ministre, notre royaume accomplit d'année en année de multiples évolutions positives dans le domaine de règlement des litiges. Aussi, nous avons une infrastructure judiciaire intéressante, une infrastructure, j'allais dire, en termes d'aéroports, de connectivité aérienne, d'infrastructures d'Internet. Le Maroc est en mouvement depuis plusieurs années et c'est des prérequis importants pour qu'une capitale comme celle de Casablanca peut devenir une place incontournable d'arbitrage. Casablanca, d'ores et déjà, on pratique l'arbitrage local, régional et international, mais notre souhait est qu'elle devienne une capitale incontournable. Ça veut dire qu'on devient, avec un réflexe au Maroc, mais aussi de l'international, de cocher à chaque fois dans les contrats la clause CIMAC. Ça veut dire Casablanca, ça veut dire notre pays. C'est aussi émouvant aussi d'être là parce que j'ai pas mal d'amis qui nous ont accompagnés depuis le départ. Ma première rencontre avec un arbitre international, c'était en avril 2012, c'est Michael Black. On s'est rencontrés, on avait fait... Je ne connaissais rien à l'arbitrage, hein. Il faut dire, j'ai fait du droit public ici à Casablanca, droit international public à Casablanca, à la faculté de Casablanca. J'étais très loin du droit privé, de l'arbitrage. Et ce chemin-là a été accompli avec des rencontres professionnelles, bien sûr, mais amicales au fil des années. C'est la richesse dans ce domaine. Ce que je peux vous dire, si vous n'allez pas devenir demain arbitre, pas tout le monde va devenir arbitre, parce qu'il faut avoir beaucoup de ténacité, beaucoup de volonté, beaucoup de patience, mais au minimum, vous allez côtoyer des Marocains et des non-Marocains intéressants parce qu'ils vous apportent une richesse humaine exceptionnelle. Comme ils côtoient différents mondes, différents textes de loi, différentes législations, c'est quelque chose d'enrichissant. Dans mon parcours, après, j'avais rencontré Laurent Lévy, Jalal Ahdab, Emilia, Mamadou Konaté, mon ami, et d'autres encore. Je parle des non-marocains. Les Marocains, Tariq, bien sûr, Moussaddar, Madame Kautar Jalal, et d'autres membres de la Cour, CIMAC. Je ne cite que les membres de la Cour parce que si je commence à citer tous les arbitres, je ne vais pas finir et je vais être très long. Cela pour vous dire qu'on a besoin de la confiance de ces personnes, on a besoin qu'ils restent avec vous, qu'ils vous motivent, parce que ce n'est pas facile. À chaque fois, je vois dans les interrogations de l'audience, avec les panélistes, mais qu'est-ce qu'il doit faire le CIMAC pour réussir? Il faut qu'il fasse ça. Il faut d'abord qu'il veille à ce que la loi soit performante, moderne, moins complexe, et aussi plus attrayante pour les investisseurs étrangers, pour qu'ils viennent au Maroc. Il faut que la justice soit performante, rapide, et aussi encourageante. Il faut que le juge soit à l'écoute des arbitres. Qu'est-ce qu'on fait pour que le siège de Casablanca devienne quelque chose d'incontournable? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que l'écosystème ici à Casablanca soit aussi le même qu'à Londres ou à Singapour? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'attrait aux investisseurs, c'est le dernier panel, soit intuitif et que les investisseurs trouvent dans notre royaume, à Casablanca, une place d'investissement rassurante et sécurisante? Ça veut dire que le challenge, bien sûr, s'adresse au CIMAC parce que c'est notre événement, mais vous voyez que c'est un challenge collectif, chacun dans notre rôle, avocats, experts, hauts fonctionnaires, administration, entreprises privées et publiques, doivent faire en sorte que ce travail de concertation, de symbiose, avance pour qu'on puisse devenir la place incontournable que nous méritons au niveau de l'arbitrage, de la médiation, de la conciliation sur le continent. Nous avons, depuis plusieurs années, réussi énormément d'étapes. Ça veut dire que le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, il est formidable. Il nous reste les dernières étapes. C'est comme un marathon. Nous avons couru les
20 km, il nous reste, j'allais dire 2 km. Mais il faut que le sprint, même dans un marathon, normalement dans un marathon, le sprint final, il devient moins fort. Il faudrait que ce sprint-là soit plus dense, plus intense. Parce que nous avons des rendez-vous bientôt. La Coupe du Monde, pour moi, n'est pas qu'un événement footballistique. Moi, j'aime beaucoup le football. Mais c'est un événement et un accélérateur de plusieurs réformes. Et les ADR sont partie prenante. Comme vous savez, pas d'investissement sans droit et pas de droit sans investissement. Voilà mon propos de clôture. Merci encore à vous, audience, d'être venus, nombreux, durant les 2 jours. Et je sais que le samedi matin, normalement, on consacre pour se reposer ou pour être en famille. Merci infiniment aux intervenants d'avoir pris le temps de venir, parfois de loin, malgré les contraintes et les difficultés des uns et des autres. Merci pour le temps consacré, merci pour la confiance accordée au CIMAC. Je compte sur vous, vous êtes des ambassadeurs du CIMAC. Pour les uns, ils vont rester avec nous dans cette aventure. Je sais qu'on les a marqués, et même s'ils quittent des fonctions au sein du CIMAC, ils resteront, Inch'Allah, des ambassadeurs du CIMAC. Et merci. Et merci beaucoup à vous, Hicham Zgrari, pour cette magnifique dynamique que vous avez enclenchée. Toutes nos félicitations à l'ensemble de l'équipe. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette 9e édition, 10e anniversaire que nous avons célébré avec chacun et chacune d'entre vous. Merci infiniment pour votre présence. Et je vous invite à présent à rejoindre le déjeuner qui est offert par le CIMAC. Thank you. Each and every one of you, safe travels back home. It's been an honor having you here, and we'll see you next year. Thank you. Bye. Thank you.